Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de cette édition spéciale de Focus, une édition de 52 minutes avec un invité qu'on ne présente plus, Kémy Séba, président de l'ONG Urgence Panafricaniste et accessoirement chroniqueur TV ici sur Vox Africa. Kémy Séba, bonsoir. Bonsoir mon très cher frère. Merci d'avoir accepté cette invitation sur Vox Africa, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Le plaisir est pour moi plus que jamais. Alors Kémy Séba, on va essayer durant 52 minutes de faire un point global sur vous, sur vos combats, sur des combats qui sont aussi partagés par un certain nombre de millions de personnes en Afrique, un milliard on peut le dire aussi, puisqu'on peut estimer que le combat pour la dignité de l'homme africain concerne tout le monde et tous les Africains. On va essayer de segmenter cette interview en parlant de différents sujets à la fois, mais la première question que je voudrais vous poser, Kémy Séba, c'est que la première fois que je vous ai rencontré, j'ai dit Kémy Séba, l'homme qui fait trembler la France, mais j'aurais plutôt dû dire l'homme qui fait trembler la France-Afrique. Je pense que la première fois que vous m'avez rencontré, très cher frère, on était, si je ne m'abuse, dans une démarche peut-être beaucoup plus diasporique, afro-diasporique au départ. Donc c'est vrai que les tensions que nous rencontrions à l'époque étaient beaucoup plus liées en réalité aux réactions du gouvernement français qui n'aimait pas lorsque des jeunes afro-descendants s'organisaient pour décider de leur propre destinée. Il se trouve que des années plus tard, lorsque nous sommes rentrés en Afrique et que nous avons essayé d'être dans cette démarche de faire fusionner les deux mondes, que sont le monde diasporique et le monde continental, évidemment, lorsque l'on lutte contre le processus du néocolonialisme global, évidemment, dans la sphère francophone, c'est la France-Afrique qui revient. Et donc, en effet, toutes les actions de terrain que nous menons au quotidien nous ont poussé à devenir quelque part des cibles pour une cible pour nous aussi. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous estimeriez, Kémy Séba, avoir des ennemis parmi les dirigeants africains? Parce que vous citez souvent deux dirigeants qui reviennent souvent dans vos interviews. On peut les citer, Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, mais également Macky Sall, président du Sénégal. Moi, j'ai comme ennemi le marionnettiste. C'est-à-dire l'oligarchie occidentale qui, aujourd'hui, décide de ce qui est bon et mauvais sur le continent africain, qu'elle considère encore au XXIe siècle comme son jardin. Et par conséquent, si j'ai comme ennemi marionnettiste, j'ai aussi comme ennemi ceux qui sont des gens qui se laissent manipuler et qui se laissent diriger ad vitam par le marionnettiste en tant que tel. Si une marionnette des Guignols de l'info m'insulte, j'aurai du mal avec cette marionnette par la suite, mais je n'oublierai pas que derrière elle, il y a le ventriloque, et il y a celui qui dirige les faits et gestes de cette marionnette. Macky Sall et Alassane Ouattara, pour moi, sont des marionnettes des Guignols de l'info version africaine. Sauf que les Guignols de l'info en tant qu'émission, c'est la France-Afrique. Mais qu'est-ce que vous leur reprochez exactement? Je leur reproche évidemment d'établir l'agenda, plus que jamais, du gouvernement français sur le continent africain. Je pense qu'on n'a même pas besoin de rappeler toutes les dérives du régime Macky Sall en termes de collusion avec les intérêts du néocolonialisme français. On ne va pas revenir sur les APE, les accords de partenariat économique qui ont saigné bon nombre de travailleurs de la terre, ou de producteurs dans le pays qu'est le Sénégal. On ne va pas revenir sur un certain nombre de processus qui sont établis pour que plus que jamais le Sénégal s'oriente dans une vision qui va dans le sens de ce que veut le gouvernement français. On ne va pas revenir même au-delà d'un certain nombre de mécanismes de prédation et de domination acceptés. Pour ça pour reprendre le propos de certains économistes, on parle de servitude volontaire lorsque l'on voit le comportement et les actions, pour ne pas dire les exactions de bon nombre de dirigeants africains. Mais la symbolique du Conseil des ministres jumelé auprès des autorités françaises. Donc, monsieur Macky Sall dit à son gouvernement d'aller voir ses patrons ministres français, Conseil des ministres en commun. C'est le symbole, quelque part, de cette France-Afrique. Et Macky Sall, si on devait faire une sorte de parabole, si la trahison était du football, je pense que Macky Sall serait peut-être le FC Barcelone et qu'Alassane Ouattara serait le Real Madrid. Et au-delà de Macky Sall et Alassane Ouattara, aucun autre chef d'État. Il y en a beaucoup d'autres, évidemment. Non, moi, je suis pas dans une logique de gêner. Ça se trouve, je peux prendre le thé ou manger le tchèp avec Macky Sall. Je vérifierai qu'il n'y a pas de poison dedans, mais je peux manger le tchèp avec Macky Sall, discuter avec lui. Je suis sûr que c'est un être humain qui a sa bonhomie, qui ne doit pas. Mais il est rentré dans un processus où aujourd'hui, ce n'est pas Macky Sall en tant que tel qui dirige. Il accepte la volonté, les désirs et les orientations du gouvernement français qui a un projet bien défini pour notre continent. Notre continent, et plus particulièrement la zone franc, c'est le jardin d'Éden, pour ne pas dire le jardin d'ébène, quelque part du gouvernement français. Je pense qu'on doit être capable de le dire sans avoir peur, c'est dans une logique de trembler, mais il ne me gêne pas en tant que tel. De la même façon que Ouattara, c'est encore pire, parce que du début à la fin, Ouattara est un produit de la finance internationale.
est un produit du système capitaliste dérégulé qui a montré ses limites dans le monde aujourd'hui, quoi qu'on puisse en dire. Et du FMI, où il en était un soldat premier jusqu'à la présidence de la Côte d'Ivoire, avec la Côte d'Ivoire saignée et la guerre que nous connaissons contre le président Laurent Gbagbo, il n'y a pas besoin de faire Matsup ou Matspé pour comprendre qu'Alassane Ouattara sert les agendas précis de forces qui ne sont pas des forces endogènes, mais qui sont des forces exogènes. Il y en a d'autres qui aujourd'hui sont dans les exactions. On a le président Kabila, on a, si je commence à les citer, il y a Sassou Nguesso. En tout cas, il y en a beaucoup en Afrique centrale, pas seulement. Et c'est pour ça qu'on dit que quand on mène un combat pour la souveraineté, et quand je dis souveraineté, je ne parle pas de souveraineté d'État, parce que la souveraineté d'État aujourd'hui c'est fragilisé. Quand on parle de souveraineté, étymologiquement, ça vient du latin médiéval superus, qui signifie aller au-dessus. Moi je parle de souveraineté populaire, souveraineté du peuple, dont parlait Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social. Et la souveraineté du peuple, ça part du principe qu'à partir du moment où les dirigeants ne mènent pas la mission qui est la leur, le peuple doit prendre en charge ses propres responsabilités. Et ça revient à l'adage que je dis lorsque j'énonce que ce que les élites ne font pas pour le peuple devra le faire lui-même. Vous considérez Kémy Séba aujourd'hui en tant qu'homme politique ou plutôt en tant que, on va dire, membre éminemment important de la société civile? Moi, je pense qu'il faut qu'on appelle un chat un chat. Politique vient du latin politeia qui signifie participation à la vie de la cité. L'éboueur est politique. Le boucher est politique, le boulanger est politique. Même la prostituée qui vend ses services est politique. Ça peut être une mauvaise politique, je n'en disconviens pas. Donc à partir du moment où je mène un travail de participation à la vie de la cité et que j'essaie de faire en sorte de pousser les nôtres à prendre leurs responsabilités, ceux qui sont au bas de l'échelle, ceux qui sont les plus prolétarisés, les plus précarisés, je fais de la politique. Sauf que je ne fais pas une politique mercantile. Je ne viens pas vendre des promesses aux gens en l'échange d'élections. Je mène un travail sans rien attendre en retour. Peut-être qu'il arrivera une époque. C'est pas l'objectif aujourd'hui. Beaucoup de gens me le demandent, par exemple au Bénin. Peut-être qu'il arrivera une époque où je songerai à passer du stade de la société civile au stade du cadre électoral. Et pour l'instant, ma seule élection, c'est celle qui consiste à faire en sorte de me battre pour mon peuple. D'accord ? De faire en sorte de pousser ces derniers à prendre en charge leur propre destinée, de s'organiser, de ne plus rien attendre d'élites qui n'ont pas cessé de se déliter au fur et à mesure des années. Et donc, je suis un acteur politique, mais dans le terrain de prédilection et la société civile. Alors Kémy Séba, j'imagine qu'un certain nombre de nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment se demandent justement qui est Kémy Séba. Ça fait plus d'une dizaine d'années que vous êtes sur la scène médiatique. Oui, voilà, oui, mais j'ai commencé il y a 19 ans, mais la scène médiatique, on va dire ça depuis 2005-2006. Exactement, on vous a connu, enfin moi personnellement, je vous ai connu avec la Tribu K, oui, c'était à l'époque. Et comment vous avez évolué, et notamment sur cette question, vous savez, de nombreuses personnes cherchent à savoir, Kémy Séba est-il chrétien sur le plan de la religiosité? Kémy Séba est-il musulman? Kémy Séba suit-il entre guillemets les préceptes de la religion originelle entre guillemets africaine? Qui est Kémy Séba sur ce point de la religion? Parce que vous avez commencé, vous étiez proche de Nation of Islam. J'ai commencé baptisé chrétien. Parce que je suis né chrétien, comme bon nombre d'entre nous, qui ont vécu un certain colonialisme culturel et spirituel. Je suis né chrétien, baptisé. Lorsque j'ai commencé l'activisme politique, il y a une organisation qui s'est montrée plus forte que toutes les autres, à mon sens, en termes de mobilisation des masses dans la diaspora. C'était la Nation of Islam. Je ne suis pas rentré dans cette organisation parce que j'étais un amoureux de l'islam tel que ça m'était présenté, mais la codification, la structuration de la pensée, l'organisation quasi paramilitaire en ce qui concernait l'activisme politique me parlait. Et à une époque où je ne respectais aucune loi lorsque j'étais jeune, comme beaucoup de jeunes afrodescendants de banlieues parisiennes, de régions parisiennes, la loi n'était pas quelque chose que nous autres jeunes qui vivions l'injustice, nous acceptions. La Nation of Islam s'est imposée à moi comme une sorte de service militaire. Je me suis formé là-bas, je me suis forgé là-bas, j'ai appris à m'exprimer là-bas auprès du public, en prêchant dans la rue. J'ai eu mon catéchisme politique quelque part. J'y suis resté 1 an et demi, après quoi je m'en suis éloigné. Et je tiens à faire un petit point rapidement avant de répondre globalement à votre question. Il faut toujours avoir en tête le passage, à mon sens, d'un des plus grands métaphysiciens du XXe siècle, qui est René Guénon. René Guénon est quelqu'un qui a étudié tous les courants spirituels, tous. Il a été à la fois franc-maçon, moi je ne le serai jamais, ça c'est clair. Et c'est quelque chose que je combats structurellement de manière fondamentale. Mais il a étudié la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, l'hindouisme, le bouddhisme, etc., et le soufisme. Il a tout étudié et de toutes ces études, il en a tiré une
c'est l'analyse de la tradition primordiale. La tradition primordiale, c'est quelque part ce dont vous parliez tout à l'heure, la religion originelle, qui est à la base de tous les courants spirituels que l'on voit dans le monde. Je me situe dans cette école-là, c'est-à-dire que j'ai étudié différents courants. Après Nation of Islam, je suis rentré dans l'afrocentricité. La tribuka, c'est le marquage d'ailleurs identitaire de cette période d'afrocentricité. Mon nom Kémi Seba, qui est la traduction de mon nom civil Stélio, qui signifie étoile, c'est ma mère qui m'a donné ce prénom et mon père évidemment. Lorsque j'ai traduit ça en égyptien ancien, ça donne Seba, Kémi c'est noir. Je suis resté un certain nombre d'années dans cette sphère-là, jusqu'à comprendre à un moment avec mon équipe que on tournait en vase clos, répétait tout le temps que l'Égypte était nègre, etc. Criait au TEP. À un moment, on arrive à une démarche où on constate que c'est du reconstructionnisme. Et si on veut être à la racine, on a besoin de rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus du domaine de la métaphysique. Donc on a continué à étudier. En 2012, je suis revenu à Nation of Islam parce que je pense que sur le terrain structurel, il y avait bon nombre d'éléments dedans qui n'étaient pas bons d'être laissés à l'abandon pour que ça serve à des gens qui ne servent pas forcément les intérêts de notre peuple. Et je me disais que de l'intérieur, je pouvais contribuer à changer le mouvement. Et puis il y avait aussi beaucoup de choses dedans qui, sur le terrain idéologique, pas totalement, hein, mais ne serait-ce que partiellement, pouvaient apporter en termes de logique de revigorer notre population. Je suis resté de nouveau environ 1 an et je l'ai quitté. Parce que j'ai vu qu'en réalité, il y avait des choses qui ne pouvaient pas aller beaucoup plus loin dedans. Et je suis revenu à la tradition primordiale, à la spiritualité originelle, mais en me servant de tout mon passage. C'est-à-dire que tout ce que j'ai étudié partout, que ce soit chez les chrétiens, que je sois dans la sphère de la Nation of Islam, tout m'a appris et m'a consolidé de telle sorte que quand j'ai atterri dans le vaudou, et dans l'étude des cosmogonies africaines, je m'intéresse au culte buiti, je m'intéresse à la tradition primordiale de manière générale. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu le livre Black Nihilism, qui est mon deuxième ouvrage, mais il y a tout un chapitre dedans où je parle de l'afro-pérennialisme, de la nécessité, de la différence entre l'étude de la tradition primordiale et l'afrocentricité, c'est que l'afrocentricité dit seule l'étude de la religion africaine, qui ne veut rien dire la religion africaine, l'Afrique n'est qu'une création récente en termes d'appellation, c'est soit cette voie-là, ou alors si vous êtes dans les autres voies, vous êtes des aliénés. Alors que la tradition primordiale, c'est comprendre que la nécessité est de revenir à l'origine, mais que c'est une racine dont tout part et que ça ne sert à rien de stigmatiser les uns en les traitant d'aliénés ou autres. C'est-à-dire que même si je ne suis plus dans le christianisme et plus dans l'islam, il n'en demeure pas moins que j'aurai toujours un respect profond pour mes frères et sœurs qui sont dedans. Et quand je parle du traditionnalisme, j'essaie d'amener tous les nôtres, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, quelle que soit leur religion, à comprendre qu'on a une racine commune et c'est dans cette racine que l'on doit plus que jamais s'installer. Vous avez souvent des mots durs vis-à-vis de ces intellectuels qui, justement, comme vous le rappeliez, rappelaient que l'Afrique était nègre, etc. Vous dites qu'il faut aller au-delà de ça. Je n'ai pas des mots durs parce qu'ils disent que l'Afrique était nègre. J'ai des mots durs parce qu'ils restent incarcérés dedans. Et certains, ceux qui le font sans s'en rendre compte, je ne peux pas leur en vouloir. Il y a des gens que j'apprécie, dont le métier c'est d'être des historiens, donc de rappeler ça. Il y en a d'autres qui savent exactement pourquoi ils restent dedans et passent leur temps à se gargariser simplement du fait que l'Égypte est... Ils ne veulent pas, ils veulent maintenir le statu quo quelque part, ne veulent pas qu'on aille plus loin. Parce que eux, leur projet, c'est de trouver des brebis égarées, d'accord, qui ont besoin, parce que notre peuple souffre et est en quête de connaissances. Et donc, lorsqu'ils voient des gens qui leur vantent un glorieux passé, qui leur disent faut que tu étudies ce passé, etc., ben, bon nombre de jeunes ou moins jeunes viennent, rentrent dedans. Mais ça se transforme en quoi après une démarche sectaire où ceux qui se présentent comme les gardiens du savoir deviennent des gourous quelque part et tout doit passer par eux. Et il n'y a pas d'évolution ou de transformation sociale, pas de force de motricité réelle qui s'opère sur le terrain. Moi, j'ai quitté à un moment l'afrocentrisme. Non pas parce que la doctrine de Moléfique était à santé était mauvaise. J'ai même envie de vous dire que pour moi, Moléfique était à santé n'est pas celui qui pose problème. Moi, j'ai aucun problème avec Moléfique qui était à santé. Je n'ai jamais entendu traiter d'aliénés ou de malades mentales ceux qui étaient dans les autres religions, etc. Mais ce sont les hystériques dévots qui se présentent comme les descendants de Charanta Diop. Alors Charanta Diop n'avait pas ce propos-là, qui insultent tous leurs frères qui sont dans d'autres religions. Or, le panafricanisme, c'est l'unité des différentes formes d'africanité. C'est pas le la mono-africanité. Donc on est obligé d'accepter les sensibilités de tous. Moi qui vous parle, je suis passé par différents passages pour arriver à la tradition primordiale. Je n'en repartirai plus, c'est ma maison, c'est ma vie. Mais s'il n'y avait pas eu la Nation of Islam, je ne serais pas celui que je suis. Si je n'avais peut-être pas eu, à un moment, l'apprentissage de certaines voies, j'ai étudié aussi le rastafarisme, même si je n'ai pas les dreads. J'ai lu bon nombre de choses. Et je pense qu'il faut avoir une vision d'ensemble.
et non pas être dans une logique sectaire. Et ces historiens-là, certains d'entre eux, sont des personnes qui jouent un jeu très dangereux parce qu'ils ne veulent pas la transformation ni la révolution sociale. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'ils ne sont jamais critiqués par le système occidental parce que le système occidental ne les voit pas comme des menaces. Alors Kémy Séba, il y a un sujet manifestement qu'on ne pouvait pas ne pas aborder durant cette émission, c'est la question épineuse du franc CFA. Pour pouvoir entrer dans cette rubrique, je vous propose de regarder quelques petites secondes d'une interview que nous avons réalisée et de me donner votre commentaire juste après. Allez-y. En clair, les pays francophones n'ont jamais eu d'indépendance, je m'excuse, parce qu'il n'y a pas d'indépendance sans monnaie. Alors, ils ont eu le drapeau, ils ont eu l'hymne, mais ils n'ont pas la monnaie, ils n'ont pas d'indépendance. Tous les pays anglophones ont eu leur indépendance parce qu'ils sont capables de gérer leur propre portefeuille. Vous ne pouvez jamais être indépendant si vous n'êtes pas capable de gérer votre propre portefeuille. Alors, Kémy Séba, d'une personne qu'on ne présente plus également sur la scène économique africaine, financière, c'est le docteur Paul Fokam-Kamonier, président du groupe bancaire Afriland First Group. Comment vous réagissez à ces premières paroles, c'est-à-dire les pays francophones ne sont pas indépendants parce qu'ils ne contrôlent pas justement leur monnaie? C'est parce que ces propos sont véridiques qu'on a mené toute une campagne durant une année, qu'on a mobilisé la jeunesse africaine de tous les pays d'Afrique de la zone franc pour justement exprimer leur volonté de souveraineté. C'est parce que ces propos de cette éminence qu'on ne présente plus en effet sont évidemment réels qu'on a réussi à mettre pour la première fois de l'histoire, depuis la création du franc CFA, autant de gens dans la rue pour parler de cette problématique de la souveraineté monétaire. C'est parce qu'aucun peuple ne peut être indépendant s'il ne contrôle pas sa propre monnaie. Ça, c'est une réalité. Et après, je pense qu'il est aussi important d'aller encore plus loin, parce qu'il y a aussi un piège dans lequel lui ne tombe pas, mais dans lequel certains tombent, qui serait de penser que dès qu'on aura notre monnaie, tout sera réglé pour l'Afrique. C'est pas vrai. C'est-à-dire que la problématique de la monnaie est liée aussi à la question de la bonne gouvernance. La question de la bonne gouvernance, c'est un problème crucial pour nos nations africaines dans la zone franc. Il y a énormément de différences aujourd'hui. Il suffit de voir le président ghanéen, voir la manière dont il s'exprime, voir sa façon d'agir. Voilà, pour comprendre qu'il y a un fossé illimité entre l'Afrique, les anciennes colonies africaines de la zone franc, qui sont toujours des colonies en réalité, et des bon nombre de nations anglophones. Il faut qu'on arrête de se mentir. Il y a un processus démocratique, un processus de transformation sociale qui est bien plus ancré chez eux, parce qu'ils ont effectué véritablement leur indépendance, alors que nous, on est toujours liés, on dit indépendant, mais en réalité, on est en dépendance plus que jamais vis-à-vis de l'entité française. Donc il y a un travail global à faire. C'est un travail de souveraineté intégrale. Je pense qu'il est important de parler de cela. Et en effet, quand on contrôle notre pendant, mais il faut aussi qu'on ait des bons gouvernants. Et c'est quelque chose qui manque fondamentalement. Et c'est pour ça que, contrairement en Afrique anglophone, où les présidents, les responsables, les dirigeants sont des gens qui savent ce qu'est faire de la politique pour le peuple. Ça ne veut pas dire que tout est parfait chez eux, il ne faut pas qu'on se mente non plus. Mais chez nous, aujourd'hui, la plupart de nos dirigeants africains dans la zone franc sont disqualifiés. Et ce n'est pas un hasard si c'est dans les pays de la zone franc que la société civile est plus que jamais prégnante en termes de mobilisation, en termes de création d'une nouvelle façon de faire la politique. Quand Thomas Sankara disait « oser inventer l'avenir », la nouvelle jeunesse africaine dans la zone franc, elle le fait parce qu'elle comprend que ses dirigeants, sur ses propres dirigeants, elle ne peut pas compter. Voilà. Je voudrais citer les mots de l'ancien Premier ministre béninois, que vous connaissez, avec qui vous avez débattu, économiste qu'on ne présente plus, Lionel Zinsou. Lionel Zinsou, pour lui, dit que finalement le franc CFA, ou du moins, n'est pas un problème économique, mais plutôt politique. Oui, bien sûr. Pour Lionel Zinsou, comme pour les esclaves d'antan qui défendaient le maître plus que le maître se défendait lui-même, l'esclavage, qu'il soit monétaire, qu'il soit physique, qu'il soit politique ou culturel de manière générale, n'est pas un problème. Il n'y a pas de problème. C'est pas un problème pour lui. Zinsou pense que tout va bien sur le terrain monétaire, le compte d'opération, c'est pas grave, tous les peuples de la Terre ont ça, soi-disant. Alors les comptes d'opération, permettez-moi d'expliquer quand même aux téléspectateurs qui ne comprennent pas, c'est ce que lorsqu'un pays africain exporte à l'étranger, et le plus souvent des matières premières, eh bien, je crois qu'aujourd'hui le taux est à 50%. 50% de ces recettes d'exportation restent bloquées dans un compte à la Banque de France. Pour lui, ça ne lui pose pas de problème. Mais Lionel Zinsou, c'est quand même
N'oublions pas, c'est un soldat de la banque Rothschild, sans rentrer dans trop de détails, c'est que c'est quelqu'un quand même qui, sur le terrain de la finance internationale, il est bien placé pour savoir comment le monde va mal, mais lui, dans ce monde qui va mal, il y tire beaucoup d'intérêt dans des attaques à dominem, parce que c'est pas le but, ça reste un esprit brillant, mais c'est quelqu'un qui a choisi son camp. On peut être brillant et avoir choisi un camp qui n'est pas le camp de sa population. Et c'est pour ça qu'il a rien gagné au Bénin, parce que le peuple béninois n'est pas bête, et le peuple béninois réfléchit aussi, et c'est quels sont les candidats que le système occidental veut leur imposer. Ça ne veut pas dire que notre président est un président parfait, mais entre lui et le candidat de l'impérialisme français, le peuple a décidé. Donc ce qu'il énonce par rapport au fait que le franc CFA n'est pas un problème ne surprend personne, et j'ai envie de vous dire que dans la rue, personne ne se laisse duper par Zinsou. Il n'y a que dans certains médias comme Le Monde Afrique et autres, qui sont des extensions de l'Agence française de développement, qu'on peut faire croire que Zinsou a raison. Vous estimez qu'on entend très peu ces économistes africains qui se battent contre justement le franc CFA et contre finalement ce principe de non-souveraineté qui ne s'appliquerait pas aux États africains? Non, on les entend de plus en plus. On les entend de plus en plus. On va pas s'arroger trop de mérite, mais je pense que si la rue n'avait pas haussé le ton, on les entendrait pas, ces économistes-là, parce qu'il y avait des Monsieur Nabubko, Kakono Boubko, il y a comment il s'appelle, ministre de la prospective, voilà, Belinga, Martial Zebelinga. Oui, il y a Nicolas Gbou qui travaille avec nous. Nicolas Gbou, Moussa Demba Dembélé. Voilà, mais tous ces gens-là, en toute sincérité, la rue ne les écoutait pas avant 2017. Ils faisaient leurs conférences dans des cénacles universitaires. Ils se parlaient, c'était de l'entre-soi. Il a fallu qu'on mette ce travail-là dans la rue pour que ce combat-là prenne une autre ampleur. Et ils le savent. Ça en gêne certains, parce que certains se disent ça doit être la chasse gardée des économistes. Ils n'ont pas compris que l'économie, c'est une problématique populaire. Et tant qu'ils ne comprendront pas ça, on ne pourra pas avancer. Maintenant, qu'on soit clair, ces économistes qu'on entend le plus parler, il y a aussi une volonté du système français de se dire attention, attention. La jeunesse africaine est en responsabilité. La rue est en train de s'exprimer. La société civile africaine est en train de parler. Il vaut mieux qu'on mette des économistes dont certains parfois travaillent, ont un pied dans notre plantation, et donc sont liés parfois contractuellement, et ont des accords, ont des bonnes relations. Prennent ces économistes qui sont plus modérés pour qu'ils deviennent désormais les interfaces de ces revendications, plutôt qu'on laisse des gens tels qu'Urgence panafricaniste et nous autres, ou le Front anti-CFA qui s'expriment, parce qu'ils savent que notre discours ne s'arrête pas à la monnaie. Il faut qu'on soit clair. Notre message est un message de souveraineté intégrale pour notre population. C'est une révolution civique que nous menons. Nous ne sommes pas des monétaristes, je vais être très clair avec vous. La seule chose qui nous intéresse, nous, c'est que notre peuple puisse décider de sa propre destinée. Et donc la souveraineté militaire, la souveraineté politique, la souveraineté culturelle, la souveraineté économique, tout ça fait partie d'une même chapelle, et c'est dans cette démarche-là que nous nous situons. Vous avez justement, pour ce type de combat, fait de la prison, Kémy Séba. Est-ce qu'on peut revenir sur cette période où, à Dakar, vous allez brûler un billet de 5000 francs CFA, cela vous conduira en prison et s'en suivra une expulsion du Sénégal. Comment vous avez vécu ces heures difficiles, ce procès intenté par la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, et puis ce passage par les geôles de Dakar et cette expulsion du territoire sénégalais? Bon, moi, j'ai fait plusieurs fois de la prison pour mes convictions politiques. J'ai jamais volé, hein. Je sais pas, ou du moins j'ai jamais aucun vol. Quand on est jeune, on peut faire des bêtises, mais quand on grandit, on n'est pas dans ces démarches-là. Mais je n'ai jamais été en prison pour des délits autres que mes idées politiques. Voilà, c'est important de le préciser quand même. Et dans cette démarche-là, la prison à Dakar a été sans doute l'étape la plus difficile. Je suis resté que 5 jours là-bas, mais c'était plus difficile les 5 jours là-bas que toutes les prisons que j'avais fait, toutes les fois que j'avais fait de la prison sur demande du gouvernement français qui n'aimait pas mon activisme politique. On peut critiquer l'Occident, mais il y a un certain nombre de réalités qu'on ne doit pas nier. Je m'étais préparé depuis très longtemps à cet acte du billet brûlé, il faut le savoir. C'était au retour d'un pèlerinage à Haïti, où j'étais justement dans ce cadre de tradition primordiale. Je m'étais imprégné des réalités là-bas, où la révolution politique, sociale et spirituelle aussi à Haïti avait donné de bons fruits, avait donné la première république africaine diasporique, on va dire ça comme ça. Et je m'étais dit qu'il faut qu'on mène ce travail de révolution sociale sur le continent africain. Et aussi dans la diaspora, c'était nécessaire, parce que l'esclavage n'était pas terminé, il avait juste changé de forme. Lorsqu'on brûle le billet, on sait qu'on va faire de la prison. Je pensais, j'étais prêt, je me disais que j'étais parti pour en faire 5 ans minimum. Il y a eu une pression populaire incroyable.
de la jeunesse africaine qui s'est mobilisée partout, qui a commencé à brûler des billets partout. Et le problème, c'est que ces gens-là, l'oligarchie de la France-Afrique, BCAO compris, ne comprend que le langage, justement, de la pression économique. Quand ils ont vu que dans toutes les capitales d'Afrique francophone, la jeunesse prenait des billets et les brûlait pour appeler à notre libération, ma libération, eh bien forcément, la pression est montée et ils se sont rendus compte que me garder, ce serait contre-productif pour leurs intérêts. Je n'oublierai jamais ce passage en prison. J'ai rencontré des... J'aime pas m'apitoyer sur mon sort, donc je ne vais pas rester non plus trop longtemps dessus. Et puis il faut être humble, c'est-à-dire que 5 jours de prison, j'ai fait 4 mois en France, 2 mois à chaque fois en prison en France. 5 jours en prison, c'est pas les 27 ans de Mandela, donc il faut un peu plus d'humilité. Il faut beaucoup d'humilité. Mais ceux qui connaissent la prison, quelle qu'elle soit, savent à quel point ce n'est pas simple d'y être. C'est plus difficile de faire un jour en Afrique que plusieurs mois en France. Et je parle en connaissance de cause pour avoir fait plusieurs mois en France et quelques jours en Afrique. Je suis sorti, le gouvernement de Macky Sall, sans doute sur commande de leurs co-contractants et de leurs financiers que sont les autorités françaises et leurs collègues de Côte d'Ivoire, puisque Ouattara gère un petit peu la sous-région, comme Houphouët-Boigny l'a géré aussi auparavant. Ils se sont tous dit, attention, le petit là, en parlant de moi, il est en train de préparer des mobilisations qui prennent beaucoup d'ampleur. La jeunesse africaine a trouvé la faille pour rentrer, pour s'exprimer. Il faut mieux le faire taire d'une façon ou d'une autre. Donc ils sont venus me chercher à la maison. J'étais en train de faire des interviews. On s'apprêtait à en faire une nouvelle dans mon bureau. Et ils sonnent à la porte, ils disent, c'est pour un contrôle administratif. On vous ramène, ils ont dit ça donc, à mon épouse et à mes enfants qui venaient de rentrer de l'école. On vous le ramène dans une demi-heure, 40 minutes, ça ne va pas durer longtemps. C'est ce qu'ils ont fait à l'époque de l'esclavage. On vous prend et puis on vous dit on revient et puis on ne revient jamais. Une fois que j'arrive au poste de police, on me dit vous êtes une menace pour l'ordre public, vous êtes considéré comme dangereux pour les intérêts du gouvernement sénégalais et vos propos désobligeants. J'ai adoré ça, c'était vraiment une république banania. On n'a plus le droit de donner des critiques en réalité, d'effectuer des critiques construites sur un certain nombre de dirigeants prétendument responsables. Et donc on m'expulse. Je ne vais pas vous mentir. Moi j'ai fait le choix de rentrer en Afrique parce que je pars du principe qu'il arrive un moment où un panafricaniste loin de l'Afrique, c'est comme un footballeur sans ballon. Il arrive un moment où on doit être dans la fusion avec, plus que jamais, l'essence même de notre lutte. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas voyager, mais il est important d'avoir un pied à terre. Au-delà de ça, moi je suis un garvéiste fondamental et le Back to Africa avait beaucoup de symbolique. Donc quand je rentre et que ma famille, une grande partie de ma famille s'installe au Sénégal. Sénégal, non pas parce que je préférais le Sénégal au Bénin, mais parce que le Sénégal était une capitale médiatique. Et je savais qu'en frappant fort au Sénégal, c'était dans toute l'Afrique francophone que je frapperais. C'est pour ça que j'ai commencé les médias avant d'être avec vous sur Vox Africa, que j'ai commencé notamment sur la 2STV aussi sénégalaise, etc., etc. En étant là-bas, on axait notre vie sur une nouvelle façon, une nouvelle méthodologie, une nouvelle façon de promouvoir le message, de propager. Quand on me sépare et qu'on me renvoie en France, c'est une cassure qu'ils vous ont voulu opérer. Ils ont voulu me casser psychologiquement, ne nous mentons pas. On t'arrachait tes enfants. C'est pour ça que vous étiez aussi virulent contre Macky Sall? Je l'étais avant, parce que je pense que Macky Sall est quelqu'un qui était au carrefour. Il avait le choix entre faire en sorte que son peuple puisse s'autodéterminer et l'autre choix qui était de faire en sorte que son peuple puisse encore plus s'incarcérer. Il n'a pas pris ses responsabilités, il a choisi la soumission. Et les gens vont s'en rendre compte avec le temps. Je pense profondément. En Afrique, de toute façon, Macky Sall, il est perçu par la plupart des jeunes Africains comme quelqu'un qui sert les intérêts de la France. Tout le monde le sait. Et au Sénégal aussi, il est très critiqué. Et ça va continuer. Mais quand il y a eu cet acte-là, j'ai compris vraiment que on peut se plaindre des années et des années et des années du vautour occidental oligarchique, qu'il soit français, anglais, peu importe. Mais on dit toujours, il y a un adage qui dit qu'une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Et cet intérieur-là, on l'a vu. Il y avait des failles chez nous. Le décret d'expulsion était complètement illégal, mais ils l'ont fait quand même. Mais comme je ne suis pas quelqu'un qui pleure, on m'a expulsé, je n'avais pas à me prendre la tête à aller faire appel pour dire non, nous ne voulons pas t'expulser. Vous voulez m'expulser, il n'y a pas de problème, je pars. D'ailleurs, vous n'utilisez jamais d'avocat, Kémy Séba, vous défendez? Si, j'ai eu, pour le coup, là, heureusement que j'ai eu un avocat, parce que sinon je pense que j'aurais fait 5 ou 10 ans, vraiment. Cet avocat, c'est Maître Koray Shiba, qui est l'un des avocats du président Laurent Gbagbo, un exceptionnel juriste,
exceptionnel, sans doute le meilleur que je n'ai jamais vu de ma vie, et qui a trouvé une faille dans l'attaque de la BCEAO en disant que quand il est interdit de brûler des billets, si vous brûlez des billets, vous faites entre 5 et 10 ans de prison. Mais quand il est dit il est interdit de brûler des billets, en français, ça ne veut pas dire qu'il est interdit de brûler un billet. Donc en trouvant cette faille-là, il a pris le monde s'est apprêté à m'envoyer 5 ans ou 10 ans là où j'étais à Rebus. Et c'est ce qui vous a permis effectivement de regagner la France. Comment vous vivez aujourd'hui, Kémy Séba? J'ai envie de savoir quels sont qui sont vos soutiens, où est-ce que vous vivez? Vous vous déplacez beaucoup, c'est vrai, mais est-ce que vous avez un pied à terre aujourd'hui? Mon pied à terre, c'est le Bénin. Je suis rentré je crois que c'était en octobre. J'étais accueilli au Bénin par la jeunesse africaine. C'était objectivement assez exceptionnel. J'étais allé au Bénin auparavant, plus jeune, bien évidemment, mais après le passage du billet brûlé, le combat a pris une autre ampleur. Faut pas qu'on se mente. Et les gens ont compris la profondeur du travail au quotidien que nous effectuons. Ça, c'est un premier point en guise de réponse. Le deuxième point en guise de réponse qui était quelles sont nos sources de soutien, de financement. Moi, il n'y a pas de tabou dessus, hein, je l'ai dit à de multiples reprises. On a des gens comme Nicolas Anelka qui me soutiennent énormément. On a des gens comme Dembaba, on a des gens comme les frères Fati qui nous soutiennent. On a d'autres personnes dont je ne vais pas citer les noms parce que ça peut les mettre dans des problèmes, mais qui contribuent au financement de notre ONG, sans pour autant que ça signifie qu'on roule sur l'or, qu'on soit très clair. Parce que les gens pensent dès qu'on cite ces noms-là que tout va bien. Non. Mais ils contribuent à payer les billets, ils contribuent parfois à payer les voyages, ils contribuent quand il y a les mobilisations, les manifestations de masse, à payer le matériel, à payer les billets d'avion pour certaines personnes, etc. Et puis il y a des fois où on doit se débrouiller aussi autrement. À côté de ça, j'écris. J'ai la chance quand même que sans la publicité de l'Occident, j'ai un public qui est très large. On a des centaines de milliers de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux et ailleurs, etc. Dedans, il y a beaucoup de gens qui achètent mes livres. D'ailleurs, actuellement, on est en rupture de stock, on doit rééditer encore prochainement. Donc ça nous permet aussi de rebondir sur bon nombre de points. Donc on a ces soutiens-là qui nous donnent de la force. Et puis on a aussi le peuple qui observe, qui voit ce qui est fait. Il voit que notre ONG est une ONG qui a besoin de l'énergie vitale, qui est le soutien financier en tant que tel. Et qui, d'une façon ou d'une autre, contribue à nous permettre d'avancer. C'est un combat collectif. Donc maintenant où je suis au Bénin, pied à terre au Bénin, mais je voyage partout. Chaque mois, je suis dans un pays étranger. Je reste, on va dire, une semaine, parfois 10 jours au Bénin, puis après le reste, je voyage. Et est-ce que vous avez des soutiens, parce que vous avez cité effectivement certains noms de footballeurs très connus, est-ce que vous avez des soutiens dans le monde politique, dans le monde économique? Est-ce qu'il y a des gens qui vous soutiennent? Soutien financier? Soutien financier? Non, soutien financier, non, mais... voire même matériel? Sur le terrain de la logistique, on a parfois on a beaucoup de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs qui croient en ce qu'on fait, qui sont touchés par ce qu'on fait. Il faut comprendre que notre travail aujourd'hui a pris une ampleur internationale et continentale, hein, en essayant vraiment de rester toujours dans la nuance, mais c'est un fait. Et cela a entraîné que bon nombre de gens qui auraient voulu faire ce qu'on fait, mais qui savaient que c'était une voie dangereuse, comprennent que ce que nous faisons, nous le faisons pour tout le monde. On ne fait pas pour nous. On ne gagne rien dedans. Donc, à part des coûts. Mais on fait en sorte que notre peuple puisse avancer progressivement pour accéder à sa propre autodétermination et sa souveraineté. Et donc certains nous soutiennent, des chefs d'entreprise et autres. Pour ce qui est des politiciens, on se regarde beaucoup en chien de faïence, parce que beaucoup nous voient comme des menaces pour leur ancien monde. Parce que les politiciens, vous parlez, sont des garants de l'ancien monde. Un ancien monde qui, sur le terrain structurel, est en train de progressivement s'étioler. Enfin, Zbigniew Brzezinski, faucon américain au sens propre comme figuré, disait à l'époque que du XXe siècle au XXIe siècle, l'humanité connaîtra le passage, le transfert du pouvoir. Le centre de gravité initialement était aux mains des autorités et des élites politiques avec le système électoral que l'on connaît, la démocratie semi-représentative, etc. La démocratie représentative, etc. Et au XXIe siècle, on verra ce pouvoir atterrir dans les mains de la société, du peuple en tant que tel. Et c'est pour ça que d'ailleurs que les Américains, les Occidentaux, ont codifié cette logique de participation à la vie de la cité du peuple en créant le concept de société civile, en l'institutionnalisant, en le quadrillant. Et dans bon nombre de pays aujourd'hui, vous voyez de nombreuses cooptations au sein de la société civile par des forces occidentales auprès donc des populations et des forces dites endogènes, parce que c'est un terrain de prédilection qu'ils avaient prévu depuis très longtemps. Tout le monde sait que le système politique d'antan va progressivement s'effondrer. Et au XXIe siècle en Afrique, notamment dans la zone franc, parce que nos régimes sont des régimes dictatoriaux, autocratiques pour la plupart, eh bien la société civile prend ses responsabilités, et donc les politiciens, pour répondre à votre question, nous voient comme des gens qui sont dans une démarche de menacer leur ancien monde, quelque part.
Vous penserez que Dieudonné vous soutiendrait. Je dis ça parce que Dieudonné est souvent présenté comme étant, même encore aujourd'hui, j'ai relu un article il y a très récemment dans Le Parisien qui parlait justement de votre expulsion donc il y a quelques mois et qui disait qu'Émile Seba proche de Dieudonné. Vous êtes souvent accolé à Dieudonné. Quelles sont la nature de vos relations aujourd'hui? En fait, on est que accolé à Dieudonné par les médias parisiens qui, comme la plupart, ils roulent pour la même chapelle et sont de la même caste. Ils sont stressés par ce que dit Dieudonné et donc ils ont l'impression que c'est encore plus participer à une diabolisation, alors que, je veux dire, j'ai pas besoin de Dieudonné pour être diabolisé. Donc ils aiment dire, aujourd'hui, dire que tu es proche de Dieudonné, c'est comme dire que vous êtes de l'extrême droite ou je ne sais quel autre truc. Bon, ils font ce qu'ils veulent. À l'extérieur de la presse parisienne qui ne représente qu'elle-même, hein, c'est un petit trou dans le monde. Le monde entier, personne ne me parle de ma collision avec Dieudonné, qui est une collision qui n'existe plus. Dieudonné reste un frère. Il faut qu'on soit clair, mais idéologiquement, il traîne avec des gens qui ne m'intéressent pas, qui sont pères de vitesse d'ailleurs, des gens comme Soral et compagnie qui n'intéressent pas grand monde, et qui ne m'intéressent a fortiori pas. Tu parlais de Dieudonné. Non, mais je finis parce que c'est important, parce que vous me posez la question, on me la pose rarement, donc c'est pour ça que je dis, ça restera toujours un frère. On a des voix différentes. Si vous ne m'entendez pas non plus parler régulièrement de mes différences avec Dieudonné, je me suis exprimé à quelques reprises dans certaines presses africaines, mais c'est juste parce que je pense qu'il arrive un moment où on ne va pas passer notre temps à dire ce qui nous sépare. Il lutte dans la ligne qui est la sienne. Moi, c'est une lutte qui est beaucoup plus panafricaniste et continentale. Lui, c'est beaucoup plus diasporique, antisionisme, etc. Il y a un moment où nos chemins sont croisés parce que bien que panafricaniste, on s'opposait aux mêmes forces quand j'étais dans la diaspora. Aujourd'hui, notre combat est beaucoup plus global. C'est la France-Afrique. Je ne vais pas passer toutes mes secondes à parler de sionisme pour trouver plus de justice sociale par rapport à notre population. C'est l'oligarchie occidentale, ultralibérale. Il y a sans doute des forces sionistes qui sont dedans, mais pas seulement. C'est trop facile de dire que le problème c'est l'autre, mais pas une globalité. Il y a des problèmes, il y a des responsables qui sont africains, il faut le dire. Il y a des responsables qui sont français, il faut le dire. Et il y a des gens de toute confession qui sont dedans. Donc je ne peux pas être dans la monolatrie par rapport à l'adoration d'une thématique précise. Ça risque d'être compliqué sinon. Je mentionnais Dieudonné notamment parce que Dieudonné dit se présenter ou dit vouloir se présenter à l'élection présidentielle de 2018, donc de cette année au Cameroun. Vous n'y croyez pas? Non, parce que il sait que c'est pas possible. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, pour vous parler clairement, notre combat politique, c'est un combat pour lequel on risque notre vie. L'Afrique, ce n'est pas un jeu. Et vous pensez qu'il joue, lui? Non, je pense que Dieudonné risque sa vie dans une voie qui est la sienne et qui, c'est-à-dire que vous m'entendrez jamais hurler avec les loups comme Dieudonné. Je peux clasher beaucoup de gens sur l'entourage que je méprise, vraiment, mais que j'ai même plus besoin de les clasher, ce qui ne valent plus rien. Mais Dieudonné, je ne l'attaquerai jamais parce que c'est un frère. Mais quand tu viens, tu te lèves, tu te dis, je vais me présenter à une élection au Cameroun où tu vis pas, il arrive un moment, il faut faire attention. Il faut toujours respecter aussi la classe politique et la façon dont les choses se déroulent. C'est très important. Tu vois, moi, je suis rentré une année en Afrique, même si je voyageais tout le temps, tout comme lui, qui voyage aussi régulièrement. Je ne suis pas dans une démarche bien qu'extrêmement imprégnée sur le continent africain et bien que quand même bénéficiant d'une petite cote de popularité auprès de bon nombre de centaines de milliers, voire de millions d'Africains. Je ne me présente pas, je ne me lève pas le matin en me disant je me présente. Ça viendra peut-être dans 10 ans. Et pour l'instant, mon terrain d'action, c'est la société civile. Il faut s'intégrer, il faut faire preuve d'humilité auprès du peuple africain. C'est très important. L'humilité est importante. Et je pense que dans cette présentation-là, quand il dit je me présente, c'est pas constructif. Mais c'est mon point de vue. Après, il fait ce qu'il veut. Et je veux dire une chose. Si Dieudonné arrive à se présenter, à gagner une élection, ça sera toujours mieux Dieudonné que Paul Biya. Mais je pense qu'il y a des gens de l'UPC, il y a des militants souverainistes africains, camerounais, qui sont sur le terrain, qui mènent un travail encore plus honorable et qui méritent d'être beaucoup plus boostés. Alors ça me permet également d'éclaircir un autre point. Mais ça reste, je le précise, ça reste un frère. D'une personne qu'on disait proche du mouvement du Front anti-franc CFA, qu'on a cité tout à l'heure, c'est Kako Nububko, ancien... je crois que vous allez me dire Claude Issir. J'ai une petite question également pour Claude Issir, mais bon, vous êtes exprimé également dessus, vous aurez peut-être l'occasion de préciser, vous apporter effectivement des précisions, mais concernant Kako Nububko, suspendu en décembre dernier de son poste de directeur de la francophonie économique et numérique, Kako Nububko, qu'on dit proche du Front anti-CFA et aussi proche de vous. Moi, j'ai jamais parlé. Je n'ai pas de tabou, donc je vous dis les choses telles qu'elles sont. J'ai lu dans la presse qu'on était proches, j'ai jamais adressé la parole à ce frère. Je sais pas que je voulais pas, mais l'occasion s'est jamais présentée.
De un, donc il n'est pas proche de moi. Il a participé à une mobilisation du Front anti-CFA à Abidjan, que nous organisions, puisqu'on coordonne sur tout le continent, on a mobilisé les gens un peu partout. C'est la première fois qu'il y avait des forces simultanées sur tout le continent qui s'exprimaient. C'est assez important de le dire. Donc il fait le travail qui est le sien. Après francophonie, j'ai envie de vous dire pourquoi il était à la francophonie. On peut parler le français, on ne l'a pas choisi. Ça n'empêche pas de prôner nos langues africaines, et notamment une langue. Moi, je parle le fond, vous parlez lingala, d'autres parlent telle ou telle langue. Mais il y a une langue sur laquelle on devrait tous s'orienter, qui est le swahili. Mon père fondateur parlait de cette langue comme étant la langue la plus parlée du continent africain, et qui pourrait être la langue officielle que l'Union africaine proposerait à tous nos enfants. C'est ce qu'on essaie d'apprendre à nos enfants. Ça, c'est un point. Mais on parle le français, on ne l'a pas choisi. Mais moi, je ne veux pas aller travailler à la francophonie. Là, je le choisis. Donc, quand on me dit qu'il a été expulsé de la francophonie, j'ai envie de vous dire gloire à Dieu, parce qu'il n'avait rien à faire, il ne pouvait pas être au Front anti-CFA et être à la francophonie. Je pense que c'est important de le préciser. Après, certains idiots vous disent mais Kémy dit ça, Kémy il a la nationalité française. Je suis né en France, d'accord, j'ai vécu 30 ans, je suis un afro-descendant béninois, j'ai pris la nationalité de ma patrie étymologiquement parlant pour les analphabètes, c'est la terre des pères. Donc par rapport à la terre des pères, prendre la nationalité de son père et de la terre de ses pères, c'est un honneur pour moi. Mais dans l'art de la guerre, comme disait Sun Tzu, les armes que te livre l'ennemi, parfois il faut savoir les garder. Cette logique du passeport français me sert à passer les ports et à parler à la diaspora, comme en Guadeloupe nous étions récemment. Donc, la diaspora qui est installée en Occident. Parce que notre combat est un combat bicéphale. C'est un combat de libération de notre population sur le continent. Et c'est un combat de libération dans la diaspora. Et vu que je suis fiché S, si moi, je n'avais pas, en plus de la nationalité béninoise, la nationalité française, il est certain que je serais déjà bloqué partout. Et donc, il faut savoir se servir des armes. Mais pour revenir à Kako, qui est un individu très brillant, et que je respecte pour ses convictions économiques, qu'on soit très clair. Ancien ministre de la prospection au Togo. C'est pareil. Au Togo, il a été ministre de la prospection sous Faure Gnassingbé. J'ai envie de vous dire qu'est-ce qu'il faisait là-bas. La prospective, d'ailleurs. Prospective, excusez-moi. Il a été ministre de la prospective, mais j'ai envie de vous dire qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Qu'est-ce qu'il faisait avec Faure Gnassingbé? Qu'on prône la souveraineté pour notre peuple, et puis on travaillait avec les gouvernants de la France-Afrique. Moi, j'ai du mal avec ça. Et vous savez, il y a un adage qui dit que celui qui mène un combat, qui risque sa vie sans compromission, et ce de manière intégrale, jusqu'à vivre dans des difficultés réelles, ne peut pas accepter que des gens qui ont un pied dans le salon viennent jouer les Che Guevara le temps d'un week-end, puis après repartent. Je pense qu'il faut faire attention à ça. Moi, je suis dans une logique de jusqu'au boutisme. Je ne demande pas à tout le monde d'être dans cette voie, parce qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de génies comme Kako Loboko dans la voie qui est la sienne. Je dis et je répète qu'il ne faut pas non plus qu'on blague les gens. Faure Gnassingbé, Kako n'avait rien à y faire. La francophonie, Kako Loboko n'avait rien à y faire. Travailler dans un outil qui véhicule quelque part la domination culturelle française, je suis désolé, on peut s'infiltrer dans un système pour l'étudier, mais en prendre la tête et en prendre les responsabilités, ça ne sert pas à nos intérêts. Mais est-ce que dans ce cas-là, finalement, la petite incartade que vous avez eue avec l'Odyssia, qui lui travaille pour une radio internationalement connue, Radio France Internationale, le 4 février, Radio France Coloniale aussi, on dit. Ça arrive. Vous avez condamné effectivement sa participation à la rencontre mondiale pour la promotion de l'éducation des jeunes des pays en voie de développement. Vous êtes réconciliés depuis. Est-ce que c'était un peu les feux de l'amour. J'étais Victor Newman et le Jack Abbott. Alors, est-ce que vous pouvez revenir justement sur ce petit clash qui a fait le buzz, comme les jeunes disent aujourd'hui? Non, c'est simple. On a organisé une manifestation, une mobilisation contre la venue d'Emmanuel Macron. À la base, c'était une mobilisation qui devait se faire de manière autonome avec un collectif qui s'appelait France Dégage et qui lutte contre le néocolonialisme français, pas contre la présence des Français, puisqu'il y avait même des Français blancs qui étaient avec nous et qui militaient avec nous pour faire en sorte que Emmanuel Macron ne soit pas reçu. Et notre mobilisation était interdite, elle a été repoussée à la date, je crois, si je ne m'abuse, c'était un jeudi ou un vendredi. Et donc, nos militants sont partis des confréries maraboutiques qui luttaient, bon là je ne les suis pas du tout, qui disaient le projet d'éducation d'Emmanuel Macron, c'est des histoires d'Illuminati, etc. Parce qu'il y a Rihanna, je pense qu'il ne faut pas tomber dans la caricature non plus. Moi j'écoute Rihanna, je ne suis pas mort, je ne suis pas un Illuminati pour autant, elle danse bien, elle chante très bien. Donc voilà, j'aime toujours aussi nuancer les choses. Mais il y a une cohésion qui s'est faite de mobilisation contre la venue d'Emmanuel Macron, et nos militants se sont fait arrêter à cette occasion. À l'instant où nos militants se font arrêter à cette occasion, on a mon frangin Closy poste une photo sur Facebook en disant qu'il est invité à ce sommet mondial pour l'éducation
par Emmanuel Macron. Alors on va être très clair. Qu'ils soient invités, sans qu'il ait besoin de stipuler d'ailleurs qu'il est invité par M. Macron, il y va. Il donne un avis comme le président du Ghana qui y a été comme bon nombre de chefs d'État africains et qui a donné une leçon politique à Emmanuel Macron. Ça, il n'y aura pas eu de problème. Il ne faut pas qu'on nous mette dans la caricature en disant, parce que c'est ce dans quoi il essaie de nous enfermer, en disant oui, il faut qu'on soit capable de discuter avec les autres, même pour exprimer nos désaccords. Mais nous, on est d'accord avec ça. Pour exprimer nos désaccords, il n'y a aucun souci, on appelle ça un débat. Mais Claudie n'a pas dit ça. Il a dit qu'il a été invité dans le cortège présidentiel, donc il y a quand même des choses, et il exprimait en gros sa joie, la photo montrait ça. Donc au moment où moi je vois mes militants se faire arrêter, je suis en train de gérer des histoires avec les avocats, j'appelle tout le monde pour voir ce qui peut être fait, sachant que je suis interdit d'aller à Dakar, donc je ne peux pas gérer ces choses-là. Moi je suis responsable de tous les militants sur tout le continent de notre ONG, Agence panafricaniste, qui sont un certain nombre. Et donc quand lui montre cette photo, et il exprime sa joie, sans nous avoir prévenus, sachant que pendant 1 an, il a marché avec nous. D'accord? Et ça reste un frère et un ami, objectivement. Je le prends mal. Et je lui dis, mais en gros, tu te moques de nous. C'est pas respectueux. Donc je lui dis, c'est une réalité jusqu'à aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, les actes de Claudicia ne nous concernent plus. Donc ça a donné lieu à certains échanges. Je voulais essayer de transformer, je trouve de manière caricaturale, cela en le fait de les uns ne veulent pas parler, alors que nous, on parle avec tout le monde. Mais avec nos ennemis, on débat. On ne vient pas dans leur convoi présidentiel. Et Claudie, qui est un homme imposant, a pu prendre son avion et aller direct et dire, comme le président du Ghana, faire la leçon politique à Macron en disant qu'on ne veut pas de leur financement. Claudie n'a pas fait cette voie, il allait dans le convoi présidentiel et il est rentré. Donc c'est une différence de méthodologie. Mais c'est vieux comme le monde. Hier, il y a eu des Dubois, il y a eu des Garvey. Hier, il y a eu des Luther, il y a eu des Malcolm. Moi, je suis Kémy Séba, je suis ni les uns ni les autres. Je suis Kémy Séba, lui c'est Claudie Sillard. Nous, notre voix, c'est une voix d'autodétermination, de souveraineté. Lui, c'est une voix de dialogue, pas seulement de dialogue, mais parfois de collaboration avec les autres. Je dis, l'histoire jugera. On a entre guillemets fait la paix. C'est un frère. Ça le sera toujours. S'il est en danger, il pourra toujours compter sur moi. Mais c'est pas parce qu'on est tous afro-descendants qu'on doit tous avoir la même philosophie politique. Alors Kémy Séba, il y a une phrase que j'aimerais citer pour parler cette fois-ci de la République démocratique du Congo. Vous aviez dit dans l'une de vos interviews, le Congo est le centre de gravité de notre combat. Ça a été prononcé sur nos confrères de Sika TV. Qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que quand vous parlez de la RDC, on parle de beaucoup de choses. On parle de ce drame géologique, on parle de ce drame géopolitique aussi. Exactement, avec ce conflit qui perdure dans l'est du territoire, exactement, dans les Kivu, et qui a fait des millions de morts. On parle du président en exercice aujourd'hui qui, normalement, était censé ne plus être président depuis la fin décembre 2016. Il était censé ne jamais être président. Bref. Mais sur le Congo, justement, cette phrase, qu'est-ce qu'elle exprime? Non, pour moi, il y a différents centres de gravité. Il y a des centres de gravité spirituelle, culturels, qui peuvent être Haïti, par exemple, pour moi, par rapport à la révolution sociale qui a été menée par les Boukman, puis par la suite les Dessalines, tout ça, ouverture. Il y a la révolution sur le terrain, cette fois-ci, géopolitique, qui doit être menée. Le Congo est le cœur du continent africain, en termes de ressources naturelles, en termes de ressources minières. Et lorsqu'on s'attaque au cœur, on paralyse le corps. Et ce n'est pas un hasard que le Congo, plus que tous les autres pays, vous avez parlé de République démocratique, je dirais plus République à démocratiser du Congo, parce que tout le travail reste à faire. Dans cette démarche-là de pillage des matières premières, avec les Dan Gertler et l'oligarchie kabiliste qui est à la tête, et évidemment une partie aussi, il faut le dire, parce que même si le président Kagame jouit d'une forte popularité auprès de bon nombre d'Africains, il peut mener un travail politique qui peut être intéressant sur certains points, mais le drame, le pillage de ce qui se passe au Congo, il a une responsabilité, et on doit être capable aussi de le dire. Il a une responsabilité, et on ne peut pas accepter, quand on parle de panafricanisme, que les uns, pour préserver les intérêts de leur patrie dite artificielle, puisque ce sont des créations coloniales, eh bien qu'ils soient dans cette démarche de participer au pillage, au viol et à l'assassinat de gens dans les régions du Kivu. Donc, ce qui se passe au Congo, c'est une guerre sous proxy que notre peuple connaît depuis très longtemps. D'accord ? On utilise des entités africaines qui ne sont rien d'autre que des interfaces derrière lesquelles se cachent des puissances occidentales qui se servent de nos ressources minières pour justement créer leur portable, créer un certain nombre de choses qui font tourner le monde aujourd'hui. Et
tant qu'on ne réglera pas ce problème, il y a beaucoup de choses qui ne seront pas réglées pour le continent africain. Mais je le dis, je le répète, il y a plusieurs centres gravitationnels. Le Congo n'est pas le seul centre, il y a beaucoup de centres en tant que tels, mais le Congo en fait partie de manière prépondérante. Une question sur le plan international qui ne sait pas comment vous jugez l'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis, pratiquement par toute la presse occidentale et qui ne bénéficie finalement que peu de soutien. Je sais que vous avez récemment condamné ses propos sur Haïti et l'Afrique. Quelle lecture vous faites de ce président qui est aussi contesté par les médias occidentaux? Moi, je préfère Trump à Obama. C'est-à-dire que il y a la Maison-Blanche, elle n'a jamais défendu les afro-descendants. Elle défend les WASP et les caucasiens de manière générale, et encore. Obama a fait croire que la Maison Blanche était une maison pour les afrodescendants pendant un temps. Il a mis sur des barreaux métallisés blancs une peinture noire pour faire croire que ça pouvait être notre maison. Mais on n'a jamais autant de meurtres que durant la fin du règne de la présidence d'Obama, entre guillemets. Des bavures policières, Obama était présent. Sa présidence n'a rien réglé. Rien. Et j'en veux même pour preuve que quand vous regardez sur le continent africain, nos pays qui ont été bombardés, Kadhafi a été assassiné sous Obama, alors que Kadhafi donnait de l'affection à ce Obama qu'il appelait son petit frère. Bon nombre de pays dans le Moyen-Orient ont été bombardés sous Obama. Donc le problème, c'est que le génie, l'aura d'Obama, qui est un politicien extrêmement brillant, et un homme que moi, en tant que frère, j'aime. Et je reviens toujours à cette notion dont je parlais tout à l'heure. Je peux aimer un individu en tant que frère et être profondément opposé à lui politiquement. Moi, je vois Obama dans la rue, je lui dirais ce que je pense de sa politique, mais je lui dirais que c'est un grand frère et que je respecte en tant que frère. Je sais faire le distinguo. Et j'en reviens, c'est la même chose pour Claudie Sillard, je ne compare pas au Sillard à Obama, mais c'est la même chose pour Claudie, c'est la même chose pour Kaku Ngboko et des tas de gens. Je peux être en désaccord politique, etc., mais tendre la main. Et Trump donne un visage cru à une Amérique réelle, qui est une Amérique de violence, qui est une Amérique qui a contribué à éradiquer les Indiens ou les populations originelles d'Amérique, qui a esclavagisé les nôtres. Et il parle sans fioriture, et il permet, contrairement à ce qu'on peut penser, Make America Great Again, mais en réalité, il participe au déclin de l'Amérique parce qu'il montre l'Amérique telle qu'elle est. C'est une Amérique sans maquillage. Et le peuple, le monde, dans sa globalité, a besoin de voir une Amérique sans maquillage pour que ce processus d'occidentalisation du monde, dans sa perception américaine oligarchique, puisse cesser. On a besoin de voir l'Amérique telle qu'elle est. Vous voyez une femme dans la rue, magnifique, marcher, extraordinaire, et puis le matin, quand vous vous réveillez sans maquillage, vous vous rendez compte que c'est une autre personne. Obama, c'était la femme très séduisante avec maquillage, fardée, tout ce que vous voulez. Et puis, la plupart de nos sœurs, en tout cas, elles n'ont pas besoin de maquillage pour être magnifiques. Mais je parle de l'Amérique en tant que femme. Elle, quand elle enlève son maquillage, ça donne du Donald Trump. Sans rouge à lèvres et sans mascara, sans gloss, c'est pas très joli à voir. On approche de la fin de cet entretien, Kimi Seba. Une question probablement pour revenir un peu sur la monnaie. Vous savez que la CEDEAO a réitéré le 24 octobre dernier à Niamey sa volonté de créer une monnaie unique pour les 15 pays d'ici à 2020. Le 21 février, un certain nombre de dirigeants, dont Alassane Ouattara qu'on a cité, Nana Akufo-Addo, Mohamedou Issoufou et Mohamedou Bouhari, examineront la mise en œuvre justement de ce programme de monnaie unique. Vous y croyez? Moi, dès que je vois Alassane Ouattara dans le plan, j'ai toujours tendance à me méfier. Mais il faut toujours laisser une chance, même à ceux vis-à-vis desquels on n'a plus aucune confiance. Je pense que c'est important aussi. On va être très regardant sur la marche à suivre de nos dirigeants dans les temps à venir. Je pense que nous, on a entamé quelque chose d'exceptionnel en termes de mobilisation, mais qui ne s'arrête pas là, parce que notre combat est beaucoup plus général que la simple question du CFA. Nous observons ce qui se passe. Et ceux ne sont pas faits dans la lignée de ce qui est promis. Si on n'est pas dans une logique de monnaie autodéterminée, eh bien, on ressortira les nôtres dans les rues sur ces questions spécifiques, de toute façon. Mais la meilleure façon d'être sûr que la monnaie unique soit en harmonie avec nos intérêts, c'est de faire en sorte que nos dirigeants, ceux qui seront nos dirigeants, soient des dirigeants qui émanent du peuple et non pas des dirigeants qui émanent des groupes internationaux qui financent ces derniers. Donc ça va de pair avec un travail quotidien aussi de lutte contre la malgouvernance, faire en sorte que dans les prochaines échéances électorales, les dirigeants qui arrivent soient des dirigeants qui émanent du peuple, ou alors que ceux qui sont là présentement, s'ils se représentent, qu'ils soient forcés à écouter ce que le peuple dit, sans quoi
ce qui a été considéré comme un printemps arabe ailleurs ou des révolutions sociales de l'autre côté, on aura ça aussi ici. Du côté de la CEMAC, en revanche, eux parlent finalement, ou ont évoqué l'idée de créer également une monnaie unique qui serait produite sur place, qui tranche finalement avec Chamalières en France, dans le Puy-de-Dôme où le franc CFA est fabriqué. J'attends de voir, parce que tout ce qui a trait aujourd'hui au potentat d'Afrique centrale, à quelques exceptions près, c'est pas toujours très encourageant, objectivement. Et quand j'entends Sassou Nguesso, quand j'entends la plupart des gens de la CEMAC, je me dis vraiment que si c'est eux qui sont les porteurs de solutions, on a de quoi être inquiet, puisqu'ils n'ont aucun intérêt à être dans une rupture épistémologique par rapport à cette question-là. Donc nous verrons, comme je vous dis, nous observons. Quand je dis nous, c'est pas simplement moi qui m'y sais pas l'ONG Agence panafricaniste, c'est toute notre génération, vous faites partie. On observe attentivement. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, tous les documents qui nous sont donnés, toute la documentation qui nous est donnée, nous permet d'avoir une grille de lecture réelle sur ce qui se déroule. Si on remarque une opacité sur les mécanismes visant à créer ces différentes monnaies, eh bien on opérera. Par rapport à cette histoire de monnaie qui serait bâtie sur le sol africain pour la CEMAC, j'ai lu ça. Est-ce que c'est des fake news ou pas? Le temps nous le dira. Mais on reste observateur de tout ça. Alors le mot de la fin, Kémy, c'est-il? Le mot de la fin pour notre peuple, c'est le suivant, c'est l'adage de notre organisation non gouvernementale Urgence panafricaniste. Ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple se doit de le faire lui-même. Cessons la victimisation, cessons de pleurer, cessons de nous lamenter et prenons en main nos propres destinées. Parce que personne ne fera pour nous ce que nous pourrons faire pour nous-mêmes. Un mot sur vos futurs agendas, Kémy Séba? Alors, futur agenda, on était en Guadeloupe dans une tournée, dommage qu'on n'en ait pas parlé, mais tournée exceptionnelle, qui est en termes de sensibilisation et de travail de terrain avec les jeunesses précarisées et prolétarisées de là-bas, et la population de manière générale. Là, je retourne au Bénin prochainement pour être toujours dans cette démarche de revalorisation de la production africaine, parce que c'est un travail quotidien qui doit être mené à cette occasion. J'irai voir aussi certains chefs traditionnels. Après quoi, la Guinée, on va faire une tournée avec l'artiste politique engagé Elie Kamano. Certains le trouvent controversé, d'autres pas. Moi, c'est mon frère, en tout cas. Je verrai aussi l'ancien ministre de la Jeunesse, Yaka Bari, et d'autres, qui sont des frères aussi, qui mènent un travail pour l'autodétermination de notre continent. Et donc, je serai en Guinée du 2 au 10 mars, si je ne m'abuse. Après quoi, normalement, je serai au Gabon. Et après quoi, je reviendrai au Bénin. Et après quoi, je revoyagerai dans les Caraïbes, je pense. Puis on continuera nos pérégrinations politiques pour ce travail d'autodétermination qui, je le répète, concerne notre peuple dans sa globalité, et pas seulement le continent. Les Caraïbes, le continent, c'est les deux facettes d'une même pièce. Notre peuple doit être libéré partout où il est, et pour cela, un triptyque. Autodétermination, anti-victimisation et courage du peuple. Merci beaucoup, Kémy Séba, d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Vox Africa. À très bientôt, merci. J'ai vécu ces heures difficiles, ce procès intenté par la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, et puis ce passage par les geôles de Dakar et cette expulsion du territoire sénégalais. Bon, j'ai fait plusieurs fois de la prison pour mes convictions politiques. J'ai jamais volé, hein. C'est pas, ou du moins j'ai jamais aucun vol. Quand on est jeune, on peut faire des bêtises, mais quand on grandit, on n'est pas dans ces démarches-là. Mais je n'ai jamais été en prison pour des délits autres que mes idées politiques. Voilà, c'est important de le préciser quand même. Et dans cette démarche-là, la prison à Dakar était sans doute l'étape la plus difficile. Je suis resté que 5 jours là-bas, mais c'était plus difficile les 5 jours là-bas que toutes les prisons que j'avais fait, toutes les fois que j'avais fait de la prison sur demande du gouvernement français qui n'aimait pas mon activisme politique. On peut critiquer l'Occident, mais il y a un certain nombre de réalités qu'on ne doit pas nier. Je m'étais préparé depuis très longtemps à cet acte du billet brûlé, il faut le savoir. C'était au retour d'un pèlerinage à Haïti, où j'étais justement dans ce cadre de tradition primordiale. Je m'étais imprégné des réalités là-bas, où la révolution politique, sociale et spirituelle aussi à Haïti avait donné de bons fruits, avait donné la première république africaine diasporique, on va dire ça comme ça. Et je m'étais dit qu'il faut qu'on mène ce travail de révolution sociale sur le continent africain. Et aussi dans la diaspora, c'était nécessaire, parce que l'esclavage n'était pas terminé, il avait juste changé de forme. Lorsqu'on brûle le billet, on sait qu'on va faire de la prison. Je pensais, j'étais prêt, je me disais que j'étais parti pour en faire 5 ans minimum. Il y a eu une pression populaire incroyable de la jeunesse africaine qui s'est mobilisée partout, qui a commencé à brûler des billets partout. Et le problème, c'est que ces gens-là, l'oligarchie de la France-Afrique, BCAO compris,
ne comprend que le langage, justement, de la pression économique. Quand ils ont vu que dans toutes les capitales d'Afrique francophone, la jeunesse prenait des billets et les brûlait pour appeler à notre libération, ma libération, eh bien forcément, la pression est montée et ils se sont rendus compte que me garder, ce serait contre-productif pour leurs intérêts. Je n'oublierai jamais ce passage en prison. J'ai rencontré des... J'aime pas m'apitoyer sur mon sort, donc je ne vais pas rester non plus trop longtemps dessus. Et puis il faut être humble, c'est-à-dire que 5 jours de prison, j'ai fait 4 mois en France, 2 mois à chaque fois en prison en France. 5 jours en prison, c'est pas les 27 ans de Mandela, donc il faut un peu plus d'humilité. Il faut beaucoup d'humilité. Mais ceux qui connaissent la prison, quelle qu'elle soit, savent à quel point ce n'est pas simple d'y être. C'est plus difficile de faire un jour en Afrique que plusieurs mois en France. Et je parle en connaissance de cause pour avoir fait plusieurs mois en France et quelques jours en Afrique. Je suis sorti, le gouvernement de Macky Sall, sans doute sur commande de leurs co-contractants et de leurs financiers que sont les autorités françaises et leurs collègues de Côte d'Ivoire, puisque Ouattara gère un petit peu la sous-région, comme Houphouët-Boigny l'a géré aussi auparavant. Ils se sont tous dit, attention, le petit là, en parlant de moi, il est en train de préparer des mobilisations qui prennent beaucoup d'ampleur. La jeunesse africaine a trouvé la faille pour rentrer, pour s'exprimer. Il vaut mieux le faire taire d'une façon ou d'une autre. Donc ils sont venus me chercher à la maison. J'étais en train de faire des interviews. On s'apprêtait à en faire une nouvelle dans mon bureau. Et ils sonnent à la porte, ils disent, c'est pour un contrôle administratif. On vous ramène, ils ont dit ça donc, à mon épouse et à mes enfants qui venaient de rentrer de l'école. On vous le ramène dans une demi-heure, 40 minutes, ça ne va pas durer longtemps. C'est ce qu'ils ont fait à l'époque de l'esclavage. On vous prend et puis on vous dit on revient et puis on ne revient jamais. Une fois que j'arrive au poste de police, on me dit vous êtes une menace pour l'ordre public, vous êtes considéré comme dangereux pour les intérêts du gouvernement sénégalais et vos propos désobligeants. J'ai adoré ça, c'était vraiment une république banania. On n'a plus le droit de donner des critiques en réalité, d'effectuer des critiques construites sur un certain nombre de dirigeants prétendument responsables. Et donc on m'expulse. Je ne vais pas vous mentir. Moi j'ai fait le choix de rentrer en Afrique parce que je pars du principe qu'il arrive un moment où un panafricaniste loin de l'Afrique, c'est comme un footballeur sans ballon. Il arrive un moment où on doit être dans la fusion avec, plus que jamais, l'essence même de notre lutte. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas voyager, mais il est important d'avoir un pied à terre. Au-delà de ça, moi je suis un garvéiste fondamental, et le Back to Africa avait beaucoup de symbolique. Donc quand je rentre et que ma famille, une grande partie de ma famille s'installe au Sénégal. Sénégal, non pas parce que je préférais le Sénégal au Bénin, mais parce que le Sénégal était une capitale médiatique. Et je savais qu'en frappant fort au Sénégal, c'était dans toute l'Afrique francophone que je frapperais. C'est pour ça que j'ai commencé les médias avant d'être avec vous sur Vox Africa, que j'ai commencé notamment sur la 2STV aussi sénégalaise, etc., etc. En étant là-bas, on axait notre vie sur une nouvelle façon, une nouvelle méthodologie, une nouvelle façon de promouvoir le message, de propager. Quand on me sépare et qu'on me renvoie en France, c'est une cassure qu'ils vous ont voulu opérer. Ils ont voulu me casser psychologiquement, ne nous mentons pas. On t'arrache des enfants. C'est pour ça que vous étiez aussi virulent contre Macky Sall? Je l'étais avant, parce que je pense que Macky Sall est quelqu'un qui était au carrefour. Il avait le choix entre faire en sorte que son peuple puisse s'autodéterminer et l'autre choix qui était de faire en sorte que son peuple puisse encore plus s'incarcérer. Il n'a pas pris ses responsabilités, il a choisi la soumission. Et les gens vont s'en rendre compte avec le temps. Je pense profondément. En Afrique, de toute façon, Macky Sall, il est perçu par la plupart des jeunes Africains comme quelqu'un qui sert les intérêts de la France. Tout le monde le sait. Et au Sénégal aussi, il est très critiqué. Et ça va continuer. Mais quand il y a eu cet acte-là, j'ai compris vraiment que on peut se plaindre des années et des années et des années du vautour occidental oligarchique, qu'il soit français, anglais, peu importe. Mais on dit toujours, il y a un adage qui dit qu'une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Et cet intérieur-là, on l'a vu. Il y avait des failles chez nous. Le décret d'expulsion était complètement illégal, mais ils l'ont fait quand même. Mais comme je ne suis pas quelqu'un qui pleure, on m'a expulsé, je n'allais pas me prendre la tête à aller faire appel pour dire non, nous ne voulons pas être expulsés. Vous voulez m'expulser, il n'y a pas de problème, je pars. D'ailleurs, vous n'utilisez jamais d'avocat, Kémy Séba, vous défendez? Si, j'ai eu, pour le coup, là, heureusement, j'ai eu un avocat, parce que sinon, je pense que j'aurais fait 5 ou 10 ans, hein, vraiment. Cet avocat, c'est Maître Koray Shiba, qui est l'un des avocats du président Laurent Gbagbo, un exceptionnel juriste, exceptionnel, sans doute le meilleur que je n'ai jamais vu de ma vie, et qui a trouvé une faille dans l'attaque de la BCEAO en disant que
quand il est interdit de brûler des billets. Si vous brûlez des billets, vous faites entre 5 et 10 ans de prison. Mais quand il est dit il est interdit de brûler des billets, en français, ça ne veut pas dire qu'il est interdit de brûler un billet. Donc en trouvant cette faille-là, il a pris le monde s'est apprêté à m'envoyer 5 ans ou 10 ans là où j'étais à Rebus. Et c'est ce qui vous a permis effectivement de regagner la France. Comment vous vivez aujourd'hui, Kémy Séba? J'ai envie de savoir quels sont qui sont vos soutiens, où est-ce que vous vivez? Vous vous déplacez beaucoup, c'est vrai, mais est-ce que vous avez un pied à terre aujourd'hui? Mon pied à terre, c'est le Bénin. Je suis rentré je crois que c'était en octobre. J'étais accueilli au Bénin par la jeunesse africaine. C'était objectivement assez exceptionnel. J'étais allé au Bénin auparavant, plus jeune, bien évidemment, mais après le passage du billet brûlé, le combat a pris une autre ampleur. Faut pas qu'on se mente. Et les gens ont compris la profondeur du travail au quotidien que nous effectuons. Ça, c'est un premier point en guise de réponse. Le deuxième point en guise de réponse qui était quelles sont nos sources de soutien, de financement. Moi, il n'y a pas de tabou dessus, hein, je l'ai dit à de multiples reprises. On a des gens comme Nicolas Anelka qui me soutiennent énormément. On a des gens comme Dembaba, on a des gens comme les frères Fati. J'imagine qu'un certain nombre de nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment se demandent justement qui est Kémy Séba. Ça fait plus d'une dizaine d'années que vous êtes sur la scène médiatique. Oui, voilà, oui. Mais j'ai commencé il y a 19 ans, mais la scène médiatique, on va dire ça depuis 2005-2006. Exactement, on vous a connu, enfin moi personnellement, je vous ai connu avec la Tribu K, oui, c'était à l'époque. Et comment vous avez évolué, et notamment sur cette question, vous savez, de nombreuses personnes cherchent à savoir, Kémy Séba est-il chrétien sur le plan de la religiosité? Kémy Séba est-il musulman? Kémy Séba suit-il entre guillemets les préceptes de la religion originelle entre guillemets africaine? Qui est Kémy Séba sur ce point de la religion? Parce que vous avez commencé, vous étiez proche de Nation of Islam. J'ai commencé baptisé chrétien. Parce que je suis né chrétien, comme bon nombre d'entre nous, qui ont vécu un certain colonialisme culturel et spirituel. Je suis né chrétien, baptisé. Lorsque j'ai commencé l'activisme politique, il y a une organisation qui s'est montrée plus forte que toutes les autres, à mon sens, en termes de mobilisation des masses dans la diaspora. C'était la Nation of Islam. Je ne suis pas rentré dans cette organisation parce que j'étais un amoureux de l'islam tel que ça m'était présenté, mais la codification, la structuration de la pensée, l'organisation quasi paramilitaire en ce qui concernait l'activisme politique me parlait. Et à une époque où je ne respectais aucune loi lorsque j'étais jeune, comme beaucoup de jeunes afrodescendants de banlieues parisiennes, de régions parisiennes, la loi n'était pas quelque chose que nous autres jeunes qui vivions l'injustice, nous acceptions. La Nation of Islam s'est imposée à moi comme une sorte de service militaire. Je me suis formé là-bas, je me suis forgé là-bas, j'ai appris à m'exprimer là-bas auprès du public, en prêchant dans la rue. J'ai eu mon catéchisme politique quelque part, j'y suis resté 1 an et demi, après quoi je m'en suis éloigné. Et je tiens à faire un petit point rapidement avant de répondre globalement à votre question. Il faut toujours avoir en tête le passage, à mon sens, d'un des plus grands métaphysiciens du XXe siècle, qui est René Guénon. René Guénon est quelqu'un qui a étudié tous les courants spirituels, tous. Il a été à la fois franc-maçon, moi je ne le serai jamais, ça c'est clair. Et c'est quelque chose que je combats structurellement de manière fondamentale. Mais il a étudié la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, l'hindouisme, le bouddhisme, etc., etc., et le soufisme. Il a tout étudié, et de toutes ces études, il en a tiré l'analyse de la tradition primordiale. La tradition primordiale, c'est quelque part ce dont vous parliez tout à l'heure, la religion originelle, qui est à la base de tous les courants spirituels que l'on voit dans le monde. Je me situe dans cette école-là, c'est-à-dire que j'ai étudié différents courants. Après Nation of Islam, je suis rentré dans l'afrocentricité. La Tribu K, c'est le marquage d'ailleurs identitaire de cette période d'afrocentricité. Mon nom Kémy Séba, qui est la traduction de mon nom civil Stélio, qui signifie étoile, c'est ma mère qui m'a donné ce prénom et mon père évidemment. Lorsque j'ai traduit ça en égyptien ancien, ça donne Séba, Kémy c'est noir. Je suis resté un certain nombre d'années dans cette sphère-là, jusqu'à comprendre à un moment avec mon équipe que on tournait en vase clos, répétait tout le temps que l'Égypte était nègre, etc. Criait au TEP. À un moment, on arrive à une démarche où on constate que c'est du reconstructionnisme. Et si on veut être à la racine, on a besoin de rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus du domaine de la métaphysique. Donc on a continué à étudier. En 2012, je suis revenu à Nation of Islam parce que je pense que sur le terrain structurel, il y avait bon nombre d'éléments dedans qui n'étaient pas bons d'être laissés à l'abandon pour que ça serve à des gens qui ne servent pas forcément les intérêts de notre peuple. Et je me disais que de l'intérieur, je pouvais contribuer à changer le mouvement. Et puis il y avait aussi beaucoup de choses dedans qui, sur le terrain idéologique, pas totalement, hein, mais ne serait-ce que partiellement, pouvaient apporter, en termes de logique, de revigorer notre population. Je suis resté de nouveau environ 1 an et je l'ai quitté.
parce que j'ai vu qu'en réalité, il y avait des choses qui ne pouvaient pas aller beaucoup plus loin dedans. Et je suis revenu à la tradition primordiale, à la spiritualité originelle, mais en me servant de tout mon passage. C'est-à-dire que tout ce que j'ai étudié partout, que ce soit chez les chrétiens, que je sois dans la sphère de la Nation of Islam, tout m'a appris et m'a consolidé de telle sorte que quand j'ai atterri dans le vaudou et dans l'étude des cosmogonies africaines, je m'intéresse au culte buti, je m'intéresse à la tradition primordiale de manière générale. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu le livre Black Nihilism, qui est mon deuxième ouvrage, mais il y a tout un chapitre dedans où je parle de l'afro-pérennialisme, de la nécessité, de la différence entre l'étude de la tradition primordiale et l'afrocentricité, c'est que l'afrocentricité dit seule l'étude de la religion africaine, qui ne veut rien dire la religion africaine, l'Afrique n'est qu'une création récente en termes d'appellation, c'est soit cette voie-là, ou alors si vous êtes dans les autres voies, vous êtes des aliénés. Alors que la tradition primordiale, c'est comprendre que la nécessité est de revenir à l'origine, mais que c'est une racine dont tout part et que ça ne sert à rien de stigmatiser les uns en les traitant d'aliénés ou autres. C'est-à-dire que même si je ne suis plus dans le christianisme et plus dans l'islam, il n'en demeure pas moins que j'aurai toujours un respect profond pour mes frères et sœurs qui sont dedans. Et quand je parle du traditionnalisme, j'essaie d'amener tous les nôtres, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, quelle que soit leur religion, à comprendre qu'on a une racine commune et c'est dans cette racine que l'on doit plus que jamais s'installer. Vous avez souvent des mots durs vis-à-vis de ces intellectuels qui, justement, comme vous le rappeliez, rappelaient que l'Afrique était nègre, etc. Vous dites qu'il faut aller au-delà de ça. Je n'ai pas des mots durs parce qu'ils disent que l'Afrique était nègre. J'ai des mots durs parce qu'ils restent incarcérés dedans. Et certains, ceux qui le font sans s'en rendre compte, je ne peux pas leur en vouloir. Il y a des gens que j'apprécie, dont le métier c'est d'être des historiens, donc de rappeler ça. Il y en a d'autres qui savent exactement pourquoi ils restent dedans et passent leur temps à se gargariser simplement du fait que l'Égypte est... Ils ne veulent pas, ils veulent maintenir le statu quo quelque part, ne veulent pas qu'on aille plus loin. Parce que eux, leur projet, c'est de trouver des brebis égarées, d'accord, qui ont besoin, parce que notre peuple souffre et est en quête de connaissances. Et donc, lorsqu'ils voient des gens qui leur vantent un glorieux passé, qui leur disent « il faut que tu étudies ce passé, etc. », un bon nombre de jeunes ou moins jeunes viennent, rentrent dedans. Mais ça se transforme en quoi? Après une démarche sectaire où ceux qui se présentent comme les gardiens du savoir deviennent des gourous quelque part et tout doit passer par eux. Il n'y a pas d'évolution ou de transformation sociale, pas de force de motricité réelle qui s'opère sur le terrain. Moi, j'ai quitté un moment l'afrocentrisme. Non pas parce que la doctrine de Moléfique était à santé était mauvaise. J'ai même envie de vous dire que pour moi, Moléfique était à santé n'est pas celui qui pose problème. Moi, j'ai aucun problème avec Moléfique qui était à santé. J'ai jamais entendu traiter d'aliénés ou de malades mentales ceux qui étaient dans les autres religions, etc. Mais ce sont les hystériques dévots qui se présentent comme les descendants de Charanta Diop. Alors Charanta Diop n'avait pas ce propos-là, qui insultent tous leurs frères qui sont dans d'autres religions. Or, le panafricanisme, c'est l'unité des différentes formes d'africanité. C'est pas le la mono-africanité. Donc on est obligé d'accepter les sensibilités de tous. Moi qui vous parle, je suis passé par différents passages pour arriver à la tradition primordiale. Je n'en repartirai plus, c'est ma maison, c'est ma vie. Mais s'il n'y avait pas eu la Nation of Islam, je ne serais pas celui que je suis. Si je n'avais peut-être pas eu à un moment l'apprentissage de certaines voies, j'ai étudié aussi le rastafarisme, même si je n'ai pas les dreads. J'ai lu bon nombre de choses. Et je pense qu'il faut avoir une vision d'ensemble. Et non pas être dans une logique sectaire. Et ces historiens-là, certains d'entre eux, sont des personnes qui jouent un jeu très dangereux parce qu'ils ne veulent pas la transformation ni la révolution sociale. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'ils ne sont jamais critiqués par le système occidental parce que le système occidental ne les voit pas comme des menaces. Alors Kémy Séba, il y a un sujet manifestement qu'on ne pouvait pas ne pas aborder durant cette émission, c'est la question épineuse du franc CFA. Pour pouvoir entrer dans cette rubrique, je vous propose de regarder une... Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de cette édition spéciale de Focus, une édition de 52 minutes avec un invité qu'on ne présente plus, Kémy Séba, président de l'ONG Urgence Panafricaniste et accessoirement chroniqueur TV ici sur Vox Africa. Kémy Séba, bonsoir. Bonsoir mon très cher frère. Merci d'avoir accepté cette invitation sur Vox Africa, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Le plaisir est pour moi plus que jamais. Alors Kémy Séba, on va essayer durant 52 minutes de faire un point global sur vous, sur vos combats, sur des combats qui sont aussi
partagé par un certain nombre de millions de personnes en Afrique, 1 milliard, on peut le dire aussi, puisqu'on peut estimer que le combat pour la dignité de l'homme africain concerne tout le monde et tous les Africains. On va essayer de segmenter cette interview en parlant de différents sujets à la fois, mais la première question que je voudrais vous poser, Kémy Séba, c'est que la première fois que je vous ai rencontré, j'ai dit Kémy Séba, l'homme qui fait trembler la France, mais j'aurais plutôt dû dire l'homme qui fait trembler la France-Afrique. Je pense que la première fois que vous m'avez rencontré, très cher frère, on était, si je ne m'abuse, dans une démarche peut-être beaucoup plus diasporique, afro-diasporique au départ. Donc c'est vrai que les tensions que nous rencontrions à l'époque étaient beaucoup plus liées en réalité aux réactions du gouvernement français qui n'aimait pas lorsque des jeunes afrodescendants s'organisaient pour décider de leur propre destinée. Il se trouve que des années plus tard, lorsque nous sommes rentrés en Afrique et que nous avons essayé d'être dans cette démarche de faire fusionner les deux mondes, que sont le monde diasporique et le monde continental, évidemment, lorsque l'on lutte contre le processus du néocolonialisme global, évidemment, dans la sphère francophone, c'est la France-Afrique qui revient. Et donc, en effet, toutes les actions de terrain que nous menons au quotidien nous ont poussé à devenir quelque part des cibles pour une cible pour nous aussi. Aujourd'hui, est-ce que vous estimeriez, Kémy Séba, avoir des ennemis parmi les dirigeants africains? Parce que vous citez souvent deux dirigeants qui reviennent souvent dans vos interviews. On peut les citer, Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, mais également Macky Sall, président du Sénégal. Moi, j'ai comme ennemi le marionnettiste. C'est-à-dire l'oligarchie occidentale qui, aujourd'hui, décide de ce qui est bon et mauvais sur le continent africain, qu'elle considère encore au XXIe siècle comme son jardin. Et par conséquent, si j'ai comme ennemi marionnettiste, j'ai aussi comme ennemi ceux qui sont des gens qui se laissent manipuler et qui se laissent diriger ad vitam par le marionnettiste en tant que tel. Si une marionnette des Guignols de l'info m'insulte, j'aurai du mal avec cette marionnette par la suite, mais je n'oublierai pas que derrière elle, il y a le ventriloque, et il y a celui qui dirige les faits et gestes de cette marionnette. Macky Sall et Alassane Ouattara, pour moi, sont des marionnettes des Guignols de l'info version africaine. Sauf que les Guignols de l'info en tant qu'émission, c'est la France-Afrique. Mais qu'est-ce que vous leur reprochez exactement? Je leur reproche évidemment d'établir l'agenda, plus que jamais, du gouvernement français sur le continent africain. Je pense qu'on n'a même pas besoin de rappeler toutes les dérives du régime Macky Sall en termes de collusion avec les intérêts du néocolonialisme français. On ne va pas revenir sur les APE, les accords de partenariat économique qui ont saigné bon nombre de travailleurs de la terre, de producteurs dans le pays qu'est le Sénégal. On ne va pas revenir sur un certain nombre de processus qui sont établis pour que plus que jamais le Sénégal s'oriente dans une vision qui va dans le sens de ce que veut le gouvernement français. On ne va pas revenir même au-delà d'un certain nombre de mécanismes de prédation, de domination acceptés. Pour ça pour reprendre le propos de certains économistes, on parle de servitude volontaire lorsque l'on voit le comportement et les actions, pour ne pas dire les exactions de bon nombre de dirigeants africains. Mais la symbolique du Conseil des ministres jumelé auprès des autorités françaises. Donc, Monsieur Macky Sall dit à son gouvernement d'aller voir ses patrons ministres français, Conseil des ministres en commun. C'est le symbole quelque part de cette France-Afrique. Et Macky Sall, si on devait faire une sorte de parabole, si la trahison était du football, je pense que Macky Sall serait peut-être le FC Barcelone et qu'Alassane Ouattara serait le Real Madrid. Et au-delà de Macky Sall et Alassane Ouattara, aucun autre chef d'État. Il y en a beaucoup d'autres, évidemment. Non, moi, je suis pas dans une logique de gêner. Ça se trouve, je peux prendre le thé ou manger le tchèp avec Macky Sall. Je vérifierai qu'il n'y a pas de poison dedans, mais je peux manger le tchèp avec Macky Sall, discuter avec lui. Je suis sûr que c'est un être humain qui a sa bonhomie, qui ne doit pas. Mais il est rentré dans un processus où aujourd'hui, ce n'est pas Macky Sall en tant que tel qui dirige. Il accepte la volonté, les désirs et les orientations du gouvernement français qui a un projet bien défini pour notre continent. Notre continent, et plus particulièrement la zone franc, c'est le jardin d'Éden, pour ne pas dire le jardin d'ébène, quelque part du gouvernement français. Je pense qu'on doit être capable de le dire sans avoir peur, c'est dans une logique de trembler, mais il ne me gêne pas en tant que tel, de la même façon que Ouattara. Ouattara, c'est encore pire, parce que du début à la fin, Ouattara est un produit de la finance internationale, est un produit du système capitaliste dérégulé qui a montré ses limites dans le monde aujourd'hui, quoi qu'on puisse en dire. Et du FMI, où il en était un soldat premier jusqu'à la présidence de la Côte d'Ivoire, avec la Côte d'Ivoire saignée et la guerre que nous connaissons contre le président Laurent Gbagbo, il n'y a pas besoin de faire Matsup ou Matspé pour comprendre qu'Alassane Ouattara sert les agendas précis de forces qui ne sont pas des forces endogènes, mais qui sont des forces exogènes. Il y en a d'autres qui aujourd'hui sont dans les exactions. On a le président Kabila, si je commence à les citer, il y a Sassou Nguesso. En tout cas, il y en a beaucoup en Afrique centrale, pas seulement. Et c'est pour ça qu'on dit que
quand on mène un combat pour la souveraineté, et quand je dis souveraineté, je ne parle pas de souveraineté d'État, parce que la souveraineté d'État aujourd'hui c'est fragilisé. Quand on parle de souveraineté, étymologiquement, ça vient du latin médiéval superus, qui signifie aller au-dessus. Moi je parle de souveraineté populaire, souveraineté du peuple, dont parlait Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social. Et la souveraineté du peuple, ça part du principe qu'à partir du moment où les dirigeants ne mènent pas la mission qui est la leur, le peuple doit prendre en charge ses propres responsabilités. Et ça revient à l'adage que je dis lorsque j'énonce que ce que les élites ne font pas pour le peuple devra le faire lui-même. Vous considérez Kémy Séba aujourd'hui en tant qu'homme politique ou plutôt en tant que, on va dire, membre éminemment important de la société civile? Moi, je pense qu'il faut qu'on appelle un chat un chat. Politique vient du latin politeia qui signifie participation à la vie de la cité. L'éboueur est politique. Le boucher est politique. Le boulanger est politique. Même la prostituée qui vend ses services est politique. Si ça peut être une mauvaise politique, je n'en disconviens pas. Donc à partir du moment où je mène un travail de participation à la vie de la cité et j'essaie de faire en sorte de pousser les nôtres à prendre leurs responsabilités, ceux qui sont au bas de l'échelle, ceux qui sont les plus prolétarisés, les plus précarisés, je fais de la politique. Sauf que je ne fais pas une politique mercantile. Je ne viens pas vendre des promesses aux gens en l'échange d'élections. Je mène un travail sans rien attendre en retour. Peut-être qu'il arrivera une époque, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Beaucoup de gens me le demandent, par exemple au Bénin. Peut-être qu'il arrivera une époque où je songerai à passer du stade de la société civile au stade du cadre électoral. Et pour l'instant, ma seule élection, c'est celle qui consiste à faire en sorte de me battre pour mon peuple. D'accord ? De faire en sorte de pousser ces derniers à prendre en charge leur propre destinée, de s'organiser, de ne plus rien attendre d'élites qui n'ont pas cessé de se déliter au fur et à mesure des années. Et donc, je suis un acteur politique, mais dans le terrain de prédilection et la société civile. Alors Kémy Séba, quelques petites secondes d'une interview que nous avons réalisée et de me donner votre commentaire juste après. Allez-y. En clair, les pays francophones n'ont jamais eu d'indépendance, je m'excuse, parce qu'il n'y a pas d'indépendance sans monnaie. Alors, ils ont eu le drapeau, ils ont eu l'hymne, mais ils n'ont pas la monnaie, ils n'ont pas d'indépendance. Tous les pays anglophones ont eu leur indépendance parce qu'ils sont capables de gérer leur propre portefeuille. Vous ne pouvez jamais être indépendant si vous n'êtes pas capable de gérer votre propre portefeuille. Alors Kémy Séba, d'une personne qu'on ne présente plus également sur la scène économique africaine, financière, c'est le docteur Paul Fokam Kamoni, président du groupe bancaire Afriland First Group. Comment vous réagissez à ces premières paroles, c'est-à-dire les pays francophones ne sont pas indépendants parce qu'ils ne contrôlent pas justement leur monnaie? C'est parce que ces propos sont véridiques qu'on a mené toute une campagne durant une année, qu'on a mobilisé la jeunesse africaine de tous les pays d'Afrique de la zone franc pour justement exprimer leur volonté de souveraineté. C'est parce que ces propos de cette éminence qu'on ne présente plus en effet sont évidemment réels qu'on a réussi à mettre pour la première fois de l'histoire, depuis la création du franc CFA, autant de gens dans la rue pour parler de cette problématique de la souveraineté monétaire. C'est parce qu'aucun peuple ne peut être indépendant s'il ne contrôle pas sa propre monnaie. Ça, c'est une réalité. Et après, je pense qu'il est aussi important d'aller encore plus loin, parce qu'il y a aussi un piège dans lequel lui ne tombe pas, mais dans lequel certains tombent, qui serait de penser que dès qu'on aura notre monnaie, tout sera réglé pour l'Afrique. C'est pas vrai. C'est-à-dire que la problématique de la monnaie est liée aussi à la question de la bonne gouvernance. La question de la bonne gouvernance, c'est un problème crucial pour nos nations africaines dans la zone franc. Il y a énormément de différences aujourd'hui. Il suffit de voir le président ghanéen, voir la manière dont il s'exprime, voir sa façon d'agir. Voilà, pour comprendre qu'il y a un fossé illimité entre l'Afrique, les anciennes colonies africaines de la zone franc, qui sont toujours des colonies en réalité, et des bon nombre de nations anglophones. Il faut qu'on arrête de se mentir. Il y a un processus démocratique, un processus de transformation sociale qui est bien plus ancré chez eux, parce qu'ils ont effectué véritablement leur indépendance, alors que nous, on est toujours liés, on dit indépendant, mais en réalité, on est en dépendance plus que jamais vis-à-vis de l'entité française. Donc il y a un travail global à faire. C'est un travail de souveraineté intégrale. Je pense qu'il est important de parler de cela. Et en effet, quand on contrôle notre pendant, mais il faut aussi qu'on ait des bons gouvernants. Et c'est quelque chose qui manque fondamentalement. Et c'est pour ça que, contrairement en Afrique anglophone, où les présidents, les responsables, les dirigeants sont des gens qui savent ce qu'est faire de la politique pour le peuple. Ça ne veut pas dire que tout est parfait chez eux, il ne faut pas qu'on se mente non plus. Mais chez nous, aujourd'hui, la plupart de nos dirigeants africains dans la zone franc sont disqualifiés. Et ce n'est pas un hasard si c'est dans les pays de la zone franc
que la société civile est plus que jamais prégnante en termes de mobilisation, en termes de création d'une nouvelle façon de faire la politique. Quand Thomas Sankara disait « oser inventer l'avenir », la nouvelle jeunesse africaine dans la zone franc, elle le fait parce qu'elle comprend que ses dirigeants, sur ses propres dirigeants, elle ne peut pas compter. Voilà. Je voudrais citer les mots de l'ancien Premier ministre béninois, que vous connaissez, avec qui vous avez débattu, économiste qu'on ne présente plus, Lionel Zinsou. Lionel Zinsou, pour lui, dit que finalement, le franc CFA, ou du moins, n'est pas un problème économique, mais plutôt politique. Oui, bien sûr. Pour Lionel Zinsou, comme pour les esclaves d'antan qui défendaient le maître plus que le maître se défendait lui-même, l'esclavage, qu'il soit monétaire, qu'il soit physique, qu'il soit politique ou culturel de manière générale, n'est pas un problème. Pas de problème. C'est pas un problème pour lui. Zinsou pense que tout va bien sur le terrain monétaire, le compte d'opération, c'est pas grave, tous les peuples de la Terre ont ça, soi-disant. Alors les comptes d'opération, permettez-moi d'expliquer quand même aux téléspectateurs qui ne comprennent pas, c'est ce que lorsqu'un pays africain exporte à l'étranger, et le plus souvent des matières premières, eh bien, je crois qu'aujourd'hui le taux est à 50%. 50% de ces recettes d'exportation restent bloquées dans un compte à la Banque de France. Pour lui, ça ne lui pose pas de problème. Mais Lionel Zinsou, c'est quand même... lui, on passe un soldat de la Banque Rothschild, sans rentrer dans trop de détails. C'est quelqu'un quand même qui, sur le terrain de la finance internationale, il est bien placé pour savoir comment le monde va mal. Mais lui, dans ce monde qui va mal, il y tire beaucoup d'intérêt dans des attaques à dominem, parce que c'est pas le but, ça reste un esprit brillant, mais c'est quelqu'un qui a choisi son camp. On peut être brillant et avoir choisi un camp qui n'est pas le camp de sa population. Et c'est pour ça qu'il a rien gagné au Bénin, parce que le peuple béninois n'est pas bête, le peuple béninois réfléchit aussi, et c'est quels sont les candidats que le système occidental veut leur imposer. Ça ne veut pas dire que notre président est un président parfait, mais entre lui et le candidat de l'impérialisme français, le peuple a décidé. Donc ce qu'il dénonce par rapport au fait que le franc CFA n'est pas un problème ne surprend personne, et j'ai envie de vous dire que dans la rue, personne ne se laisse duper par Zinsou. Il n'y a que dans certains médias comme Le Monde Afrique et autres, qui sont des extensions de l'Agence française de développement, qu'on peut faire croire que Zinsou a raison. Vous estimez qu'on entend très peu ces économistes africains qui se battent contre justement le franc CFA et contre finalement ce principe de non-souveraineté qui ne s'appliquerait pas aux États africains? Non, on les entend de plus en plus. On les entend de plus en plus. On va pas s'arroger trop de mérite, mais je pense que si la rue n'avait pas haussé le ton, on les entendrait pas, ces économistes-là, parce qu'il y avait des Monsieur Nabubko, Kakonou Boubko, il y a comment il s'appelle, ministre de la prospective, voilà, Belinga, Martial Zebelinga. Oui, il y a Nicolas Gbou qui travaille avec nous. Nicolas Gbou, Moussa Demba Dembélé. Voilà, mais tous ces gens-là, en toute sincérité, la rue ne les écoutait pas avant 2017. Ils faisaient leurs conférences dans des cénacles universitaires. Ils se parlaient, c'était de l'entre-soi. Il a fallu qu'on mette ce travail-là dans la rue pour que ce combat-là prenne une autre ampleur. Et ils le savent. Ça en gêne certains, parce que certains se disent ça doit être la chasse gardée des économistes. Ils n'ont pas compris que l'économie, c'est une problématique populaire. Et tant qu'ils ne comprendront pas ça, on ne pourra pas avancer. Maintenant, qu'on soit clair, ces économistes qu'on entend le plus parler, il y a aussi une volonté du système français de se dire attention, attention. La jeunesse africaine est en responsabilité. La rue est en train de s'exprimer. La société civile africaine est en train de parler. Il vaut mieux qu'on mette des économistes dont certains parfois travaillent, ont un pied dans notre plantation, et donc sont liés parfois contractuellement, et ont des accords, ont des bonnes relations. Prennent ces économistes qui sont plus modérés pour qu'ils deviennent désormais les interfaces de ces revendications, plutôt qu'on laisse des gens tels qu'Urgence panafricaniste et nous autres, ou le Front anti-CFA qui s'expriment, parce qu'ils savent que notre discours ne s'arrête pas à la monnaie. Il faut qu'on soit clair. Notre message est un message de souveraineté intégrale pour notre population. C'est une révolution civique que nous menons. Nous ne sommes pas des monétaristes, je vais être très clair avec vous. La seule chose qui nous intéresse, nous, c'est que notre peuple puisse décider de sa propre destinée. Et donc la souveraineté militaire, la souveraineté politique, la souveraineté culturelle, la souveraineté économique, tout ça fait partie d'une même chapelle, et c'est dans cette démarche-là que nous nous situons. Vous avez justement, pour ce type de combat, fait de la prison, Kémy Séba. Est-ce qu'on peut revenir sur cette période où, à Dakar, vous allez brûler un billet de 5000 francs CFA, cela vous conduira en prison et s'en suivra une expulsion du Sénégal. Donc, comment vous avez... Qui nous soutiennent. On a d'autres personnes dont je ne vais pas citer les noms parce que ça peut les mettre dans des problèmes, mais qui contribuent au financement de notre ONG, sans pour autant que ça signifie qu'on roule sur l'or, qu'on soit très clair, parce que les gens pensent dès qu'on cite ces noms-là que tout va bien. Non,
mais il contribue à payer les billets, il contribue parfois à payer les voyages, il contribue quand il y a les mobilisations et manifestations de masse à payer le matériel, à payer les billets d'avion pour certaines personnes, etc. Et puis il y a des fois où on doit se débrouiller aussi autrement. À côté de ça, j'écris. J'ai la chance quand même que sans la publicité de l'Occident, j'ai un public qui est très large. On a des centaines de milliers de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux et ailleurs, etc. Dedans, il y a beaucoup de gens qui achètent mes livres. D'ailleurs, actuellement, on est en rupture de stock, on doit rééditer encore prochainement. Donc ça nous permet aussi de rebondir sur bon nombre de points. Donc on a ces soutiens-là qui nous donnent de la force. Et puis on a aussi le peuple qui observe, qui voit ce qui est fait. Il voit que notre ONG est une ONG qui a besoin de l'énergie vitale qui est le soutien financier en tant que tel. Et qui, d'une façon ou d'une autre, contribue à nous permettre d'avancer. C'est un combat collectif. Donc maintenant où je suis au Bénin, pied à terre au Bénin, mais je voyage partout. Chaque mois, je suis dans un pays étranger. Je reste, on va dire, une semaine, parfois 10 jours au Bénin, puis après le reste, je voyage. Et est-ce que vous avez des soutiens, parce que vous avez cité effectivement certains noms de footballeurs très connus, est-ce que vous avez des soutiens dans le monde politique, dans le monde économique? Est-ce qu'il y a des gens qui vous soutiennent? Soutien financier? Soutien financier? Non, soutien financier, non, mais... voire même matériel? Sur le terrain de la logistique, on a parfois on a beaucoup de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs qui croient en ce qu'on fait, qui sont touchés par ce qu'on fait. Il faut comprendre que notre travail aujourd'hui a pris une ampleur internationale et continentale, hein, en essayant vraiment de rester toujours dans la nuance, mais c'est un fait. Et cela a entraîné que bon nombre de gens qui auraient voulu faire ce qu'on fait, mais qui savaient que c'était une voie dangereuse, comprennent que ce que nous le faisons pour tout le monde. On ne le fait pas pour nous. On ne gagne rien dedans. Donc, à part des coûts. Mais on fait en sorte que notre peuple puisse avancer progressivement pour accéder à sa propre autodétermination et sa souveraineté. Et donc certains nous soutiennent, des chefs d'entreprise et autres. Pour ce qui est des politiciens, on se regarde beaucoup en chien de faïence, parce que beaucoup nous voient comme des menaces pour leur ancien monde. Parce que les politiciens, on vous parle, sont des garants de l'ancien monde. Un ancien monde qui, sur le terrain structurel, est en train de progressivement s'étioler. Enfin, Zbigniew Brzezinski, faucon américain au sens propre comme figuré, disait à l'époque que du XXe siècle au XXIe siècle, l'humanité connaîtra le passage, le transfert du pouvoir. Le centre de gravité initialement était aux mains des autorités et des élites politiques avec le système électoral que l'on connaît, la démocratie semi-représentative, etc., la démocratie représentative, etc. Et au XXIe siècle, on verra ce pouvoir atterrir dans les mains de la société, du peuple en tant que tel. Et c'est pour ça que d'ailleurs que les Américains, les Occidentaux, ont codifié cette logique de participation à la vie de la cité du peuple en créant le concept de société civile, en l'institutionnalisant, en le quadrillant. Et dans bon nombre de pays aujourd'hui, vous voyez de nombreuses cooptations au sein de la société civile par des forces occidentales auprès donc des populations et des forces dites endogènes, parce que c'est un terrain de prédilection qu'ils avaient prévu depuis très longtemps. Tout le monde sait que le système politique d'antan va progressivement s'effondrer. Et au XXIe siècle en Afrique, notamment dans la zone franc, parce que nos régimes sont des régimes dictatoriaux, autocratiques pour la plupart, eh bien la société civile prend ses responsabilités, et donc les politiciens, pour répondre à votre question, nous voient comme des gens qui sont dans une démarche de menacer leur ancien monde, quelque part. Vous penserez que Dieudonné vous soutiendrait? Je dis ça parce que Dieudonné est souvent présenté comme étant, même encore aujourd'hui, j'ai relu un article il y a très récemment dans Le Parisien qui parlait justement de votre expulsion donc il y a quelques mois, et qui disait qu'Kémy Séba proche de Dieudonné. Vous êtes souvent accolé à Dieudonné. Quelles sont la nature de vos relations aujourd'hui? En fait, on est que accolé à Dieudonné par les médias parisiens, qui, comme la plupart, ils roulent pour la même chapelle et sont de la même caste. Ils sont stressés par ce que dit Dieudonné, et donc ils ont l'impression que c'est encore plus participer à une diabolisation, alors que, je veux dire, j'ai pas besoin de Dieudonné pour être diabolisé. Donc ils aiment dire, aujourd'hui, dire que tu es proche de Dieudonné, c'est comme dire que vous êtes de l'extrême droite ou je ne sais quel autre truc. Bon, ils font ce qu'ils veulent. À l'extérieur de la presse parisienne qui ne représente qu'elle-même, hein, c'est un petit trou dans le monde. Le monde entier, personne ne me parle de ma collision avec Dieudonné, qui est une collision qui n'existe plus. Dieudonné reste un frère. Il faut qu'on soit clair, mais idéologiquement, il traîne avec des gens qui ne m'intéressent pas, qui sont perte de vitesse d'ailleurs, des gens comme Soral et compagnie qui n'intéressent pas grand monde, et qui ne m'intéressent a fortiori pas. Je parlais de Dieudonné. Non, mais je finis, parce que c'est important, parce que vous me posez la question, on me la pose rarement, donc c'est pour ça que je dis, ça restera toujours un frère. On a des voix différentes. Si vous ne m'entendez pas non plus parler régulièrement de mes différences avec Dieudonné,
je me suis exprimé à quelques reprises dans certaines presses africaines, mais c'est juste parce que je pense qu'il arrive un moment où on ne va pas passer notre temps à dire ce qui nous sépare. Il lutte dans la ligne qui est la sienne. Moi, c'est une lutte qui est beaucoup plus panafricaniste et continentale. Lui, c'est beaucoup plus diasporique, antisionisme, etc. Il y a un moment où nos chemins sont croisés parce que bien que panafricaniste, on s'opposait aux mêmes forces quand j'étais dans la diaspora. Aujourd'hui, notre combat est beaucoup plus global. C'est la France-Afrique. Je ne vais pas passer toutes des secondes à parler de sionisme pour trouver plus de justice sociale par rapport à nos populations. C'est l'oligarchie occidentale, ultralibérale. Il y a sans doute des forces sionistes qui sont dedans, mais pas seulement. C'est trop facile de dire que le problème c'est l'autre, mais pas une globalité. Il y a des problèmes, il y a des responsables qui sont africains, il faut le dire. Il y a des responsables qui sont français, il faut le dire. Et il y a des gens de toute confession qui sont dedans. Donc je ne peux pas être dans la monolatrie par rapport à l'adoration d'une thématique précise. Ça risque d'être compliqué sinon. Je mentionnais Dieudonné notamment parce que Dieudonné dit se présenter ou dit vouloir se présenter à l'élection présidentielle de 2018, donc de cette année au Cameroun. Vous n'y croyez pas? Non, parce que il sait que c'est pas possible. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, pour vous parler clairement, notre combat politique, c'est un combat pour lequel on risque notre vie. L'Afrique, ce n'est pas un jeu. Et vous pensez qu'il joue, lui? Non, je pense que Dieudonné risque sa vie dans une voie qui est la sienne et qui, c'est-à-dire que vous m'entendrez jamais hurler avec les loups comme Dieudonné. Je peux clasher beaucoup de gens sur l'entourage que je méprise, vraiment, mais que j'ai même plus besoin de les clasher, ce qui ne valent plus rien. Mais Dieudonné, je ne l'attaquerai jamais parce que c'est un frère. Mais quand tu viens, tu te lèves, tu te dis, je vais me présenter à une élection au Cameroun où tu vis pas, il arrive un moment, il faut faire attention. Il faut toujours respecter aussi la classe politique et la façon dont les choses se déroulent. C'est très important. Tu vois, moi, je suis rentré l'année en Afrique, même si je voyageais tout le temps, tout comme lui, qui voyage aussi régulièrement. Je suis pas dans une démarche bien qu'extrêmement imprégnée sur le continent africain et bien que quand même bénéficiant d'une petite cote de popularité auprès de bon nombre de centaines de milliers, voire de millions d'Africains. Je me présente pas, je me lève pas le matin en me disant je me présente. Ça viendra peut-être dans 10 ans. Et pour l'instant, mon terrain d'action, c'est la société civile. Il faut s'intégrer, il faut faire preuve d'humilité auprès du peuple africain. C'est très important. L'humilité est importante. Et je pense que dans cette présentation-là, quand il dit je me présente, c'est pas constructif. Mais c'est mon point de vue. Après, il fait ce qu'il veut. Et je veux te dire une chose, si Dieudonné arrive à se présenter, à gagner une élection, ça sera toujours mieux Dieudonné que Paul Biya.